Eh bien, bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle François de Tchudy, je suis conseiller technique sportif à la Fédération française de volley. Voilà, donc c'est moi qui fais cette intervention au niveau de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de volley. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on fait ce type de webinaire une fois par an comme ça auprès des professeurs de PS. Voilà, pour me présenter un peu mon parcours, bah, moi en fait j'ai effectivement passé le CAPEPS plusieurs fois, donc j'ai une formation STAPS. J'ai beaucoup travaillé au niveau des clubs sur les milieux scolaires, donc intervention dans le primaire. J'ai aussi travaillé sur des sections sportives et pas mal sur la tranche d'âge collège, voilà, au niveau club. Après j'ai entraîné un pôle espoir, voilà, et maintenant je m'occupe de la détection nationale féminine. Fédération. Voilà un petit peu pour les présentations. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, les liens avec le scolaire. Et c'est vraiment deux visions que j'oppose pas, même si je conviens tout à fait que les objectifs sont tout à fait différents. On a pour objectif commun, effectivement, le développement du jeune et l'idée de les mettre en réussite, de les faire progresser, de les motiver à travers l'activité volée. Voilà. Donc moi, je vois au contraire vraiment beaucoup de passerelles et beaucoup de choses à faire en commun. Alors, je vais vous partager mon document qui est ici. J'espère que le partage est OK et que ça s'affiche. Bon, si vous réagissez pas, ça veut dire que c'est bon. Voilà, donc pour les présentations, je passe vite là-dessus. Donc on reste ensemble 2 heures ce matin. 2 heures peut-être d'un monologue incessant, mais vous n'hésitez pas à me couper. Puis j'essaierai de garder un petit temps à la fin pour que vous puissiez réagir et me poser des questions. Voilà, en guise d'introduction, donc c'est un peu l'objectif du webinaire de ce matin, c'est de vous partager un peu les méthodes pédagogiques pour faciliter l'entrée dans l'activité volée. Donc c'est vraiment de vous donner des outils et méthodes. C'est aussi de lever certaines réticences et surtout a priori qu'on peut avoir sur la programmation du volley en EPS. Voilà, bon, je suis souvent en lien avec des profs de PS et j'ai trop souvent entendu le volley, pas dès la sixième, on attend un peu fin de collège ou lycée parce que activité difficile. Voilà, donc souvent c'est une activité, un sport co qui est programmé un peu tard. Donc voilà, l'idée aussi, c'est de vous amener certaines réponses et puis de lever certaines représentations par rapport à l'activité. Vous montrer comment on peut adapter l'activité volée. Voilà, c'est pas aux joueurs de s'adapter à une activité un peu fédérale ou de référence, mais c'est bien à l'activité en fait de s'adapter, alors que ce soit au niveau voilà, du filet, taille de terrain, utilisation des ballons, ou même tout simplement des règles. Notamment, on va le voir tout à l'heure par rapport au contact, pour que finalement on fasse du sur-mesure pour mettre l'élève en réussite sur l'activité volée. C'est de montrer la plus-value, de vous montrer la plus-value de pourquoi choisir le volley plutôt que, j'en sais rien, soit un autre sport collectif ou alors un sport de raquette, puisque finalement le volley, parce qu'on est un sport de frappe et un sport de lecture de trajectoire, mais avec ce filet à franchir, finalement on a aussi beaucoup plus à voir avec les sports de raquette dans le jeu finalement. Donc pourquoi finalement choisir le volley plutôt que, mettons, le badminton ou plutôt que le handball? Donc vraiment saisir la plus-value de l'activité volley. Et c'est poursuivre avec la démonstration une adaptation en fait ponctuelle de l'activité, ben, finalement le volley est quelque chose de très ludique et de vraiment une activité qui peut être facilitée et rendue attractive. Et s'agissant pour les élèves, c'est être capable de conduire et maîtriser un affrontement collectif ou inter-individuel. Voilà. Bon, ça, c'est un peu les objectifs de ce matin. Ça, c'est un document que je vais vous faire passer sous format PDF. Pour ça que si vous me mettez vos adresses mail dans le chat, bah, en fait, à l'issue de la visio, moi, quasiment tout de suite après, je vous envoie ce document. En plus, qui a été réactualisé dernièrement. En fait, cet outil, c'est vraiment des cycles clés en main, des cycles volés sur collège et lycée. C'est un document qui a été co-construit à la fois avec des gens du milieu fédéral, mais aussi avec des gens de l'éducation nationale et avec des profs de PS. Voilà. Donc, euh, donc c'est vraiment un document qui est très intéressant et d'actualité, puisque, voilà, je vous le redis, il a été dépoussiéré et remis à jour pas plus tard que l'année dernière.
Donc c'est un document en fait qui a une approche par niveau de compétence et non par catégorie d'âge. Voilà, qui va vous parler de ballons spécifiques, de formats aménagés, de situations pédagogiques, de séquences de jeu à effectif réduit. Donc il y a vraiment des propositions sur du 1 contre 1, du 2 contre 2 et puis en direction du 4 contre 4. Voilà, donc ça, bon, je vous le présente assez rapidement, mais vous aurez le temps de découvrir le document avec quatre niveaux, voilà, bon, qui correspondent un peu à des niveaux de classe, hein, mais en fait, effectivement, c'est aussi lié à quel point en fait on est débutant, débutant dans l'activité. Voilà, bon, ça, je vous le passe rapidement, mais voilà, c'est juste pour que vous compreniez qu'on a des niveaux de compétences à chacun des quatre niveaux. Donc moi déjà, je voudrais au préalable de l'intervention qu'on lève ensemble les malentendus par rapport aux représentations qu'on peut avoir sur l'activité volée. Voilà, les représentations qu'on retrouve le plus souvent, c'est que bon, le volley, bah, au début, on est un peu statique, là, on est planté sur son terrain, donc c'est un sport qui est peu énergétique, donc peu de mouvement. C'est un sport qui est exigeant techniquement, donc qui va générer pas mal d'échecs donc, pour ça que souvent, les réponses qu'on a, c'est ben, on va retarder le démarrage du volley. Donc, il y a une réticence de certains collègues à aborder le volley dès la sixième, notamment. C'est un sport sur lequel il y a beaucoup de ruptures dans les échanges. Voilà, donc le ballon est plus souvent par terre que en l'air. Ce ballon, il vient vite. Donc, c'est pas évident pour des jeunes débutants d'appréhender ces lectures de trajectoire avec un ballon qui arrive rapidement et qui nous agresse. Et le dernier, c'est le ballon fait mal. Hein, on va dire que pas plus tard que l'année dernière, j'ai encore vu des cours de PS se dérouler avec les anciens ballons en cuir des années 90, c'est-à-dire ces ballons encore rigides et durs, ceux qui vous font les bras rouges. Hein, voilà. Voilà. Donc ça, c'est les représentations courantes de l'activité volée. Donc en fait, là, l'idée, c'est de vous donner un peu des clés, hein, des outils et méthodes pour vous montrer qu'en adaptation, en fait, on peut, à l'inverse, avoir non seulement une mise en mouvement avec bah, des enfants qui transpirent et qui sont en mouvement permanent, avec un ballon qui est beaucoup plus souvent en l'air que par terre, que c'est une activité qui est très riche au niveau moteur, comment on va adapter l'activité, les règles, les contacts, les dimensions pour augmenter la durée des échanges, comment on va faciliter cette lecture de trajectoire, puisque c'est vraiment un frein, puisque c'est une réelle difficulté. Et enfin, l'utilisation de ballons adaptés, bien sûr des ballons plus légers, dont le temps de vol est supérieur, qui vont bien sûr permettre de mettre nos jeunes en réussite. Voilà. Donc c'est montrer comment ça peut être rendu donc facilité et à la fois rendu beaucoup plus ludique. Voilà. Toute l'idée est là. Pratique de sport collectif qui se traduit 4 fois sur 5 lorsqu'il n'y a pas d'aménagement par un duel service-réception. Hein. Donc en gros, c'est comment on passe de Wimbledon à Roland-Garros. C'est-à-dire bah, un service qui lui-même est générateur d'échecs, puisque quand on veut copier les modèles de ce qu'on voit à la télé, bah, c'est le service tennis, donc on va dire par au-dessus, qui lui-même génère beaucoup d'échecs, et quand il passe, arrive suffisamment fort pour derrière générer énormément d'échecs en réception. Voilà. Je vous montrerai tout à l'heure sur un petit extrait vidéo qu'en fait, une étude statée en fait, sur des jeunes sur la tranche d'âge, on va dire collège, montre qu'à 86%, on a en fait un échec dès les deux premiers contacts. C'est-à-dire, dès le service réception, on a déjà 85% des échanges qui s'arrêtent. Voilà. Donc en fait, le premier aménagement consiste d'ores et déjà à réduire l'impact de ce premier duel service-réception pour derrière arriver à des échanges et arriver à une séquence de troisième contact, c'est-à-dire d'attaque du camp adverse, puisque c'est finalement cette phase-là qui nous intéresse, avoir une démarche tactique, stratégique sur comment attaquer le terrain adverse, puisque c'est quand même la logique interne de l'activité, c'est défendre son terrain et empêcher le ballon qui tombe chez moi, et c'est à la fois avoir une intention de faire tomber le ballon chez l'adversaire pour marquer. Donc ça, c'est la logique de l'activité. Et si on ne passe pas cette barrière du service réception, ben en fait, on n'y arrive finalement jamais, puisque dans 85% des cas, ben, l'échange s'arrête. Trop souvent, un modèle d'enseignement qui est centré sur les aspects techniques par les enseignants qui ne sont pas spécialistes en volley.
Voilà, enseignant dans le milieu de l'EPS, mais je vous cache pas que dans les clubs, c'est la même contrainte, c'est-à-dire que comme les élèves sont un peu en difficulté sur la maîtrise du ballon, ben, en fait, on va passer énormément de temps sur l'apprentissage, on va dire, technique, manchette, passe, pour déjà leur donner un peu de maîtrise du ballon. C'est-à-dire qu'on est, entre guillemets, obligé d'attendre d'avoir atteint un certain niveau d'habileté technique, manchette, passe, pour commencer à aborder le sens même de l'activité qui est le duel de bah, défendre son terrain et attaquer le terrain adverse. Donc voilà, donc je vais vous montrer aussi comment non, on doit déjà démarrer par l'essence même du jeu, en fait. Et à partir du jeu, en fait, bah, les habiletés vont se construire au fur et à mesure. L'utilisation de ballons adaptés dans les écoles de volley qu'on retrouve en milieu scolaire. Voilà, donc bon, c'est souvent c'est Decathlon qui propose des modèles qui sont tout à fait OK et très peu onéreux. Donc ça, après, je vous en parlerai après. Voilà, donc autre malentendu, donc diminuer la rupture pour encourager la lecture. Voilà, donc bah, allonger les durées d'échange pour justement améliorer cette lecture de trajectoire. Donc ça implique de supprimer la phase de service ou en tout cas de modifier le contact service tel qu'on le connaît, c'est-à-dire le service par au-dessus. Ça va être d'amener des contacts aménagés. Donc ça, je vais même vous les montrer en vidéo tout à l'heure. On va parler d'attraper-lancer. Donc ça va être attraper, lancer directement pour un partenaire ou lancer en face sur l'adversaire, mais ça peut être attraper, lancer pour moi-même. C'est-à-dire attraper, lancer pour moi, pour derrière venir frapper le ballon. D'accord? Donc voilà, donc il y a cette distinction à faire. Il y a le rebond accompagné. Voilà, ça je vais vous montrer. En fait, c'est attraper le ballon à une main, le guider et derrière, après le rebond, pouvoir jouer. Voilà. Donc voilà. Donc certains, je vous le dis, il y a- pour avoir l'habitude d'avoir fait ce type d'intervention, il reste encore des réfractaires parce qu'à partir du moment où on va bloquer le ballon ou à partir du moment où on va faire un rebond du ballon, eh ben, beaucoup s'insurgent en disant, mais oui, mais on vient toucher un peu on va dire, à la logique interne de l'activité, c'est-à-dire que c'est un sport de frappe où normalement le ballon n'est jamais tenu ou attrapé. Donc on va effectivement toucher quelque peu à la logique interne du jeu. Pour autant, en fait, on va générer énormément de réussite, à la fois sur le contact, d'accord, et à la fois faciliter la lecture de trajectoire. Et en fait, dans un premier temps, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, ben, en fait, ça ne va être qu'une étape. Voilà, mais une étape qui va nous permettre de progresser de manière vraiment très, très importante. Voilà. Donc, outil pédagogique intermédiaire qui va faciliter l'entrée dans l'activité. Voilà, donc c'est ça qui va être intéressant. Deux étapes clés. Donc, bah, pour vous, ça va être effectivement le brevet en 2 contre 2 et le baccalauréat en 4 contre 4. Donc, voilà. Donc, de toute façon, dans l'apprentissage, passer par le 1 contre 1 et le 2 contre 2, c'est une étape de l'apprentissage au départ d'être dans un jeu réduit. Voilà. Donc, il y a vraiment des étapes à passer où, en fait, c'est tout à fait logique, 1-1 vers le 4-4. L'aménagement de l'espace optimisé en volée avec plusieurs terrains qui peuvent être matérialisés avec un seul filet. J'aurai aussi des propositions à vous faire sur l'aménagement de l'espace et comment on peut, voilà, si on a une classe de plus de 30 élèves, ben, aménager dans un gymnase de type C comme vous avez la plupart du temps, c'est-à-dire ces gymnases où on peut monter 2 ou 3 terrains de volée dans l'espace de la longueur. Voilà, donc je pourrais vous montrer quelques idées d'aménagement. Des ateliers progressifs de jeux aménagés qui laissent la possibilité de faire cohabiter simultanément plusieurs niveaux de maîtrise pour une même classe dans un gymnase. C'est-à-dire d'imaginer des ateliers dans lequel en fait on va pouvoir gérer l'hétérogénéité du groupe, puisqu'en fait c'est un peu bah, c'est votre quotidien, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais c'est comment on arrive à faire cohabiter différents niveaux de jeu avec voilà, des groupes de besoins, mais on peut imaginer en fait d'avoir des ateliers sur lesquels on a plusieurs niveaux de difficulté, ce qui va permettre comme ça d'adapter et d'avoir voilà, des situations pédagogiques qui sont vraiment adaptées en difficulté. Donc ça, je vais vous montrer la vidéo. Alors peut-être c'est plus intéressant si je vous partage directement la vidéo que sur le document. Donc je vais faire partage de l'écran, sortir du diapo. Alors non, ouais, ça c'est toujours le problème, c'est que si tu quittes pas ton diaporama,
Il veut pas me sortir le diaporama. Ça y est, il veut bien. Donc, je vais vous partager une petite vidéo. Toutes les vidéos que je vais vous montrer là, vous pourrez les revoir ultérieurement. Ça va être aussi ça l'intérêt. C'est-à-dire qu'en gros, il y a deux chaînes YouTube sur lesquelles vous allez pouvoir tout trouver. La première chaîne YouTube, c'est celle de la fédération. Donc, c'est FF Volley, hein, vous l'avez là en bas, là, au niveau de ma souris. Donc ça, c'est la première. Dessus, vous retrouverez tous les vidéos Educ Volley. Donc c'est les vidéos support du document PDF que je vais vous partager. D'accord? La deuxième chaîne YouTube, c'est I Love Volleyball. D'accord? Et là, vous allez voir, alors je vais peut-être juste vous montrer un peu le cheminement, ça va être intéressant. Donc voilà, donc I Love Volleyball, là, vous avez la chaîne. Et en fait, en cliquant sur Playlist, ça vous ouvre toutes les playlists où là, tout est classé. Et donc là, ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous avez en fait tout rangé déjà par catégorie d'âge et vous avez une playlist spécifique qui s'appelle Volet EPS. Voilà, Volet éducation, mais c'est celle qui nous intéresse, c'est la Volet EPS. Alors forcément, j'ai toujours les fenêtres qui viennent se mettre devant, donc je peux même pas cliquer dessus. Je crois que c'est celle-là en cours de lecture. Voilà. Et là, vous avez volet collège-lycée. Et vous avez tout un tas de vidéos sur lesquelles vous allez pouvoir piocher ce qui vous intéresse. Donc là, le son, peut-être pas. Donc là, je vais vous partager cette vidéo. Cette vidéo, elle date, hein, mais elle est absolument toujours d'actualité. Donc je crois que c'est ici que ça commence. Voilà, c'est là. Alors, j'avance un peu. Et voilà, c'est ici. Alors, j'espère que le partage est OK. Alors, un peu humoristique, hein, avec des images du dictateur de Chaplin. De jeu en un contre un et 2 contre 2, aussi bien à l'entraînement qu'en tournoi et même en compétition. Dans la province du Brabant flamand, on distingue 6 de contrôle. Alors, c'est ça qu'on va regarder. Alors, le constat, c'est quoi? Donc, c'est de montrer que, en fait, donc c'est les fameux 80% dont je vous parlais. C'est-à-dire que quand on prend les services ratés, les aces, donc les services gagnants, ou les premiers contacts qui ne permettent pas un deuxième contact ou un renvoi de l'autre côté du filet, à partir du moment où le ballon ne revient pas, ça, c'est 85% des cas. D'accord? Donc, c'est ce qu'on observe le plus souvent. Le service, en fait, arrive trop difficilement. La lecture de trajectoire au début est un réel obstacle, y compris la maîtrise technique de ce ballon et de ce service qui nous arrive sur cette distance. Donc, en fait, l'idée, dans un premier temps, c'est de bannir le service, d'avoir un engagement facilitant, d'accord, pour avoir systématiquement zéro échec sur l'engagement et quasiment zéro échec sur le premier contact. À partir du moment où on a solutionné ce taux d'échec sur les deux premiers contacts, alors l'échange peut démarrer. Voilà. Le joueur est obligé de placer un pied en dehors du terrain. Dans la forme 1, la balle doit être attrapée avec les deux mains au-dessus du niveau des yeux. La balle est ensuite lancée à la verticale, ce que l'on pourrait appeler en quelque sorte un lancer de contrôle, pour être finalement joué en passaute au-dessus du filet. L'action dite de l'après consiste, tout comme dans la forme 0, à mettre un pied en dehors du terrain.
Alors, je stoppe un peu, hein. Donc, sur la première situation qu'on a vue juste avant, il s'agissait uniquement de lancer, hein. Donc, voilà. Donc, après, là, on peut jouer sur attraper bras tendus entre les jambes et on peut retrouver déjà une position qui prépare à l'utilisation de la manchette ou venir capter ce ballon au-dessus du front, d'accord, pour déjà avoir une lecture trajectoire et un positionnement qui prépare à la passe. Ou on peut demander d'attraper en dessous et d'envoyer par au-dessus, hein, ou tout faire par en dessous. Donc, ça, c'est un premier levier. Euh, donc, lancer, à partir du moment où on demande à faire un pied sur le côté, on répond à deux choses. La première, c'est la mise en mouvement avec la contrainte de je dois mettre un pied en dehors du terrain. Ça, en fait, c'est une espèce de placement-replacement, d'accord, qui est artificiellement créé en demandant de placer un pied en dehors. Mais ça amène une deuxième chose, hormis la mise en mouvement et le fait de les mettre en activité et de les faire bouger, ça amène aussi, si on passe en situation adversaire, hein, puisqu'on peut être au début en situation partenaire avec peut-être un objectif de faire un certain nombre de franchissements de filets, si on passe au niveau partenaire, forcément que en situation adversaire, pardon, si mon adversaire a mis un pied en dehors à gauche, alors je peux avoir une intention de lancer le ballon pour essayer de marquer à droite, puisqu'il a mis un pied à gauche. Voilà, donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est celle-ci, c'est j'attrape et je vais lancer pour moi avant de renvoyer par-dessus le filet. On peut évidemment introduire une autre action dite de l'après. Dans cet exemple, les deux joueurs doivent toucher avec une main un cône aplati en dessous du filet. Observez l'implication de cette proposition sur le travail des membres inférieurs. Voilà, donc c'est vrai que hein, souvent dans l'approche techniciste, on va faire quoi? Bon, on va répéter à nos jeunes, ah, bah, pour faire une manchette, il faut être fléchi, il faut être plus bas sur les jambes. Voilà, donc bah, l'idée là, c'est en fait d'amener artificiellement encore une situation en fait qui les amène à faire des fentes, à venir fléchir et à descendre sur des angles bas. Dans la forme numéro 2, la balle est en quelque sorte cueillie à une main pour être jouée deux fois de suite en dribble basket. Le dernier dribble est accentué pour permettre ensuite de jouer la balle en passe-saute au-dessus du filet. Le coaching des enfants peut se dérouler à plusieurs niveaux. Encourager, promouvoir un contact court avec les deux mains au-dessus du niveau des yeux, maintenir la frontalité par rapport au filet, etc. N'oubliez pas d'observer l'action de l'après. Le pied de l'adversaire doit toujours rebondir dans le cerceau posé sur le sol. Le partenaire sans le cerceau doit effectuer deux passes de contrôle avant de jouer la balle en passe au-dessus du filet. Observez le placement, le travail des membres inférieurs du joueur qui dépose le cerceau sur le sol et l'action de l'après. Donc là, il y a un double intérêt sur cette situation. Bah déjà, vous voyez, il y a lecture de trajectoire qui est nécessaire pour les deux joueurs. Donc les deux joueurs doivent lire la trajectoire. D'accord? La joueuse numéro 1, parce qu'elle doit faire rebondir le ballon dans le cerceau. Et en plus, elle doit en fait être bras tendu et forcément fléchir pour valider le rebond dans le cerceau. Et la deuxième joueuse, elle doit se placer derrière le rebond. Donc elle aussi doit lire la trajectoire pour réussir. Voilà. Donc derrière, il y a un contrôle. Vous voyez qu'en plus, on demande de passer à l'intérieur du cerceau. Et derrière, on va renvoyer en face. Donc finalement, là, en fait, on est positionné à 2 contre 2 sur le terrain, mais finalement, on est encore sur une forme de un contre 1, puisqu'il n'y a pas cette notion de jouer avec mon partenaire. Il y a une coopération, puisqu'en fait, cette contrainte de faire rebondir dans le cerceau. On doit passer dedans et donner le cerceau à son partenaire pour inverser les rôles. Il doit même passer dedans et le récupérer derrière pour inverser les rôles. Une contrainte de temps, puisqu'il faut faire ça suffisamment rapidement avant que l'équipe adverse vous renvoie le ballon. Donc on est en coopération par deux. On est sur un travail de lecture de trajectoire, mais dans la forme de jeu, en fait, on est toujours sur le 1 contre 1.
Voilà, je passe là-dessus. Donc, je vais vous montrer après donc, les petites vidéos éduc volées et vous allez voir que on retrouve un peu la même logique et le même principe que l'école du mouvement. Ça, c'est des vieilles vidéos, mais c'était probablement, voilà, Émile Rousseau, c'est l'école belge. Ça a été fait, je ne sais plus quelle année c'était, je pense que c'est les années 90. C'est toujours d'actualité, d'accord? Et éduc volé, bien sûr, s'inspire de ça et puis progressivement on arrive, euh, on arrive à démocratiser cette pratique. Donc là, je vais vous montrer maintenant éduc volé. Euh, je vais mettre plein écran ici. Éduc volé reprend les mêmes étapes et les vidéos, bien sûr, sont un peu plus fraîchement et un peu plus jolies parce que plus récentes. Voilà. Donc là, on retrouve la première étape. Chez les débutants, le volleyball se caractérise souvent par un problème de maîtrise de la balle. Voilà. Donc là, bah, c'est facile. Au début, on met en réussi. Donc là, on peut être en situation partenaire, comme c'est le cas ici, hein. Donc là, vous voyez qu'on va demander en fait de lancer par en dessous, mais de capter le ballon par au-dessus, c'est-à-dire de l'attraper au niveau du front. D'accord? Voilà. Donc ça, on peut faire évoluer. Donc on était partenaire. Là, on bascule en situation adversaire. Vous voyez, j'attrape au-dessus, je lance par en dessous. Après, je dois faire le temps du plot. J'ai mis le plot au fond, bah, ça veut dire que derrière, je peux venir chercher un lancer court pour essayer de venir gagner près du filet, mais on peut imaginer des plots qui sont mis sur le côté ou des plots qui sont positionnés sur l'avant, etc., etc., euh, sur ce type de situation. Donc ça, ce serait l'étape 1. D'accord? Ensuite, si je passe sur l'étape 2, ah, c'est ici. Ah là, donc l'étape 2, ça va être ce fameux une main guidée. Ou là, bon là, sur le début, là, ils font qu'un seul rebond, mais on va voir que sur les situations d'après, ils en font deux. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, vous allez attraper le ballon une main, vous allez le guider vers le sol. Donc le premier rebond va être un rebond pour contrôler et maîtriser le ballon. Le deuxième, en fait, vous allez le faire rebondir un peu plus fort pour lui donner un peu plus de hauteur, pour vous permettre de passer dessous et pouvoir faire votre passe haute. Voilà. Parce que souvent, en fait, le premier rebond, les enfants le guident, mais ne le font pas rebondir assez haut. Et après, on retrouve des passes ou des passes collées ou des gamins qui se mettent à genoux pour faire la passe derrière. Donc, c'est pour ça qu'on va, en général, utiliser deux rebonds à une main comme ça avant de renvoyer. Voilà. Donc là, ils sont en situation partenaire. Et encore une fois, derrière, on peut arriver sur cette situation adversaire avec poser un pied en dehors. Et derrière, on rentre dans une intention tactique de marquer dans les quatre coins du terrain, hein. Voilà, c'est un peu tout l'intérêt. Voilà, bon, je vous le passe un peu. Vous pourrez prendre le temps, bien sûr, de regarder ça tranquillement chez vous. L'étape 3 ensuite. Étape 3 donc là, on peut arriver sur le 2 contre 2. Et en fait, sur le 2 contre 2 là, on peut à peu près tout faire. C'est-à-dire que bah, on peut faire de l'attraper-lancer premier contact. D'accord? On peut faire du rebond une main, premier contact, comme c'est le cas là sur la vidéo. Et derrière, on peut jouer avec une ou deux touches supplémentaires. On peut jouer en deux rebonds sur le premier contact et attraper lancer sur le deuxième. Et finalement, il n'a que le troisième contact qui va être un contact frappé en une touche type volley. D'accord? Mais voilà, ce troisième contact, n'oublions pas que ce type à une main là qu'ils sont en train de faire là, n'est possible que parce qu'on a aménagé les deux contacts d'avant. C'est-à-dire que souvent, dans un cours, on va dire, un peu classique dans lequel on n'aménagerait pas les contacts, ben en fait, il y a peut-être une ou deux attaques dans toute la séance pour l'ensemble des gamins. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à ce troisième contact, tellement il y a eu d'échecs sur tout ce qui s'est passé avant. Alors que l'attaque, c'est-à-dire l'action d'envoyer le ballon de l'autre côté du filet, peut-être en sautant ou en tout cas à une main, c'est ce qui motive nos jeunes et c'est ce qui rend le volley attractif. D'accord? Moi, je suis venu au volley avec un dessin animé qui s'appelait Jeanne et Serge dans les années 80. J'ai voulu faire du volley parce que Jeanne et Serge sautaient, restaient longtemps en l'air et mettaient des grosses matchs. Donc moi, je voulais attaquer. D'accord? C'est comme si on faisait un cycle foot avec des gamins et qu'on les interdisait de frapper au but. Voilà. Et on leur fait un cycle entier de 8 séances dans lequel, à aucun moment donné, ils vont venir frapper en direction d'un but. Vous allez me dire, mais vous êtes fous. C'est comme si au basket, on leur disait qu'on allait faire un cycle entier, mais que jamais ils n'allaient tirer en direction du panier pour essayer de marquer.
voyez? Ben, en fait, au volley, c'est pareil. Ce qui motive nos jeunes, ben, en fait, c'est le smash. C'est cette notion d'attaque et de pouvoir frapper en direction, au-dessus du filet, en direction du camp adverse. Voilà. Donc, c'est ce que permet, en fait, cet aménagement-là. C'est-à-dire que, en fait, on a de la réussite sur les deux premiers contacts. Donc, on va avoir, dans la majeure partie des cas, on va arriver d'une manière systématique à ce renvoi, à ce renvoi chez l'adversaire. Voilà. Et c'est aussi tout l'intérêt. Donc voilà sur cette étape 3. Si après j'arrive sur l'étape 4, donc l'étape 4, on retrouve notre jeu du cerceau, d'accord? Là, il est abordé d'une manière un petit peu différente, puisque vous voyez qu'on peut ou faire rebondir dans le cerceau et c'est le même joueur qui va jouer derrière, mais ça implique de lâcher le cerceau un petit peu avant et de jouer soi-même le ballon après, d'accord? Soit sur un attrapé-lancé, soit avec un contrôle, soit en le renvoyant directement à mon partenaire, d'accord? L'avantage du rebond, là, et peut-être du contrôle avant de renvoyer, c'est que ça laisse davantage de temps au partenaire pour aller se positionner au filet. C'est-à-dire qu'on pourrait même imaginer qu'on demande à ce non-réceptionneur d'aller toucher un plot au filet ou peut-être même de toucher la maille du filet avec sa main pour venir se positionner au filet. Donc il y a aussi augmenter le temps, en fait, pour permettre au partenaire d'aller se placer en zone de passe. Là, on retrouve la situation qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un joueur différent, donc c'est-à-dire que c'est l'autre joueur non porteur du cerceau qui doit jouer ce ballon après le rebond. Vous voyez? Donc là, on retrouve notre situation où les deux doivent lire la trajectoire. Vous voyez? Donc pareil, derrière, on peut tout imaginer. Vous avez vu que sur la situation derrière, celui qui joue après le cerceau, renvoyé direct en face. Donc on a été sur une situation de 1 contre 1. Là, on est sur une situation de 2 contre 2. C'est-à-dire qu'on va essayer de jouer en 3 touches de balle après le rebond. D'accord? Voilà. Et donc là, encore une fois, on peut tout aménager. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le joueur 2 à la passe peut faire derrière un attrapé-lancé. D'accord? Attrapé-lancé directement pour l'attaque ou attrapé-lancé pour moi-même pour faire une passe à mon partenaire. Voilà. Et encore une fois, ben, on arrive de manière assez régulière à ce troisième et dernier contact. Si on arrive à l'étape 5, ici, donc sur l'étape 5, ben là, on va arriver sur nos 3 touches de balle. Et finalement, là, vous avez uniquement le deuxième contact qui est aménagé. Donc, on va venir frapper en une touche le premier contact. Donc là, on va apprendre la réception, la relance, la défense. Et on va en fait jouer sur le deuxième contact pour limiter l'échec et augmenter le nombre d'échanges. Donc, c'est ce deuxième contact qui va être attrapé-lancé. Ouais. Donc on peut aussi faire l'inverse, hein, on l'a vu un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on aménage le premier contact et finalement le deuxième, on va venir le frapper. Vous voyez, donc en fait on peut jouer là-dessus. Est-ce qu'on fait un attrapé-lancé sur le premier contact pour essayer d'améliorer le second et d'arriver systématiquement au second, ou est-ce qu'on va aménager le deuxième contact pour travailler ce premier contact et que voilà, il ne soit pas générateur d'échecs et que dans tous les cas, qu'on aménage l'un ou l'autre, ben, en fait, on arrive de manière assez régulière au troisième pour qu'on ait toujours cette continuité au niveau des échanges. Voilà. Catégorie d'âge là, on est à peu près sur des sixième, cinquième, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, donc là, on serait sur notre étape 5 et on arriverait à notre étape 6. Et donc là, on se rapprocherait donc davantage de la situation de référence. Donc des contacts uniquement volleyball, donc uniquement frappé, où on joue en 3 touches de balle. Et là, on arrive encore à notre troisième contact. Donc là, le seul aménagement sur cette situation-là, il est sur l'engagement. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'engagement service-récep. Donc on a plein d'engagements qu'on peut imaginer en fait, pour permettre justement d'être très rapidement dans le jeu, hein. Donc, ça peut être un lancer depuis une ligne intermédiaire, un lancer par en dessous, ça peut être une touche de foot, ça peut être un engagement en passe. Voilà, tout type d'engagement, en fait, pour limiter l'échec sur le début. Voilà pour l'étape 6.
Voilà, donc là, je vous ai montré les étapes d'éduc volée, puis vous voyez quand même que c'est assez proche, voire très très proche, de ce que Émile Rousseau, qui est l'actuel sélectionneur de l'équipe de France féminine, mais qui est surtout un prof et qui a énormément étudié sur l'apprentissage et qui a révolutionné le volley en Belgique, parce qu'aujourd'hui, la Belgique est un des meilleurs pays du monde, et si on le fait au prorata de sa population, ben en fait, c'est le meilleur pays de volley du monde, puisque en gros, ça équivaut à une région française. Voilà un petit peu sur Educ Volley. Donc peut-être déjà, à l'image de ce que je viens de vous montrer, peut-être si vous avez des remarques ou des questions à poser, peut-être c'est des choses que vous connaissiez déjà. Voilà, donc comme en plus on peut en profiter, vous n'êtes pas si nombreux, ben, s'il y en a qui veulent d'ores et déjà réagir par rapport à ces vidéos, ou si vous avez des questions, ben, c'est plutôt bienvenu. Oui, bonjour, c'est Sophie, vous m'entendez? Oui, bonjour Sophie. Oui, oui, bah, là je suis contente parce que j'avais assisté à une réunion à Grenoble l'année dernière. Et Oui. là, du coup, on va avoir accès à toutes les vidéos et j'avais pas eu les liens, je ne savais pas où les trouver, donc ça c'est génial. Effectivement, on avait eu l'intervention de Monsieur Rousseau qui était vraiment génial et alors, je pense qu'on est déjà nombreux à faire déjà ce genre de choses dans nos établissements, mais ouais, ça c'est top. Ok, bah super, tant mieux, c'est un peu le but, bon, le but c'est de vous donner des outils, mais aussi c'est aussi un peu vous convaincre de l'approche et de ce passage un peu obligé vers bah, quand même d'énormes modifications du jeu, quand même, mais qui nous semble absolument nécessaire pour en fait comprendre, en fait pour arriver assez rapidement au jeu en fait. C'est-à-dire comprendre, en fait très rapidement avec ces aménagements, les enfants comprennent l'intérêt de coopérer, d'avoir les bonnes intentions en fait. Intention de viser une zone pour mon partenaire, intention de viser le terrain adverse avec une vraie intention de chercher une zone pour mettre en difficulté, comprendre rapidement se replacer pour couvrir et défendre son terrain. Et en fait, si on ne passe pas par ces étapes-là, ben en fait, il y a trop de contraintes sur le service, sur la vitesse du ballon, sur arriver à contrôler, on est concentré sur sa technique. Donc en fait, tout le processus intentionnel est monopolisé par cette lecture de trajectoire et ce ballon qui nous agresse. Donc en fait, on n'arrive jamais au sens du jeu et aux intentions qu'on aimerait voir émerger. Ouais. J'ai vu dans le chat, il y a Denis qui dit que oui, le filet est super haut. Oui, effectivement, dans ces premières étapes, le filet est super haut parce qu'en fait, ça permet d'avoir des renvois qui sont suffisamment en cloche et qui donnent suffisamment de temps qui permettent aux jeunes de s'organiser. Donc, c'est vrai que jouer sur le paramètre de la hauteur du filet, dans un premier temps, ben, en fait, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Après, on va le voir et je vais avoir d'autres choses à vous montrer, que si on veut développer l'attaque et les amener à vraiment attaquer, parce que c'est aussi ça ce qui les motive, alors ça va être intéressant aussi par moment de descendre un peu à l'extrême le filet. Et là, je vais vous montrer comment on peut jouer sur d'autres paramètres pour qu'en fait le fait de descendre le filet ben, n'augmente pas considérablement la rupture. Voilà, puisqu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est limiter la rupture. Voilà. Donc là, je vais vous montrer après voilà, d'autres propositions. Donc je vais revenir sur mon document. Donc on en était ici. Oui, et d'abord, je voulais effectivement vous montrer ça. Donc ça, c'est aussi une proposition belge, mais cette fois, c'est pas Émile Rousseau. C'est pas mal de situations sur des manipulations de balles où en fait les jeunes vont quasiment travailler en manipulation, c'est-à-dire en gros une balle chacun. Voilà. Donc ça a tout l'intérêt, c'est que le une balle chacun va permettre un peu d'avoir comment dire plusieurs niveaux de progression sur la tâche. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez proposer, tout le monde fait le niveau 1, et vous allez dire par exemple, faut jongler avec le ballon de baudruche mais vous allez proposer derrière un niveau 2. Ben, ceux qui maintenant y arrivent, je vais vous rajouter ça. Voilà, et vous passez au niveau 2. Ah, ben, ceux qui y arrivent, vous pouvez passer au niveau 3. Le niveau 3, maintenant, voilà. Et en fait, vous allez comme ça pouvoir proposer sur une seule et même tâche deux évolutions qui amènent trois niveaux de difficulté,
qui vont faire que l'ensemble de votre classe va soit rester pour les plus faibles sur le niveau 1 de ce que vous proposez, certains d'être rapidement passés sur le niveau 2, et les meilleurs de votre classe d'être rapidement stimulés sur quelque chose bah, qui leur propose un réel challenge. Voilà. Donc c'est ça tout l'intérêt de ces petits débuts de séance sur des manipulations, c'est que rapidement, vous allez pouvoir répondre aux différents niveaux que vous avez dans votre classe. Voilà. Bon, ça, c'est un exemple de proposition avec des ballons de baudruche pour les tout petits, avec pas mal de manipulations. On va se lever, voilà, s'allonger, différentes parties du corps, on va frapper le ballon. Voilà, donc il y a pas mal de petits jeux comme ça qu'on peut faire avec des ballons de baudruche. Pareil, vous aurez accès à cette vidéo, hein, elle est dans la chaîne YouTube dont je vous ai parlé. Je vais avancer rapidement, puisqu'après, on a d'autres situations, voilà, où en fait, on vient mêler le ballon de baudruche et le ballon de volley. Et là, on va retrouver en fait voilà, positionnements de ballon, des décentrations du regard où on peut demander voilà, de faire rebondir sans quitter l'œil sur le ballon de baudruche qui est en l'air. Voilà, donc il y a vraiment une multitude d'exercices qu'on peut imaginer. Là, ça évolue où on va travailler par deux. Voilà, donc ça, c'est plein de petits jeux qu'on peut imaginer dans les échauffements pour aborder l'activité volée. Voilà, bon, je vous les passe rapidement en revue. Ça, vous aurez le temps de regarder et puis de piocher les bonnes idées pour vous les approprier et puis peut-être même les adapter à votre public. Voilà, donc plein de petits exos comme ça de manipulation. Voilà, donc en fait, là, bon, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'en fait, bah, plutôt qu'on constate en fait que nos jeunes sont des plantes vertes, et puis souvent ils sont debout, jambes tendues, ils n'ont pas les attitudes préparatoires pour se préparer au mouvement. Et en fait, ce côté aléatoire, là, quand on lance les petits objets, bah, en fait, vous induit, vous oblige à être fléchi un peu plus bas pour trouver des solutions pour essayer de les attraper. Voilà, donc c'est comme ça plein de petits exercices un peu créatifs qui donnent pas mal d'idées. Là, je vous en montre rapidement d'autres. Cette fois sans les ballons de baudruche. Hop, ici. Voilà, donc pas mal de choses où on va lancer. Et en fait, pendant qu'on va lancer, on va avoir pas mal de choses au niveau moteur à faire, hein. Donc on peut lancer, on peut taper dans ses mains derrière soi, taper devant, on peut taper entre ses jambes, on peut toucher le sol, on peut avec sa main droite toucher la partie intérieure du pied gauche, avec la main gauche toucher la partie intérieure du pied droit et la partie extérieure du pied gauche. On peut essayer d'enchaîner les deux. Voilà, voilà. Et donc il y a mille choses à imaginer simplement sur des attrapés, où pendant le temps de vol du ballon, en fait, on va avoir une tâche motrice à exécuter et peut-être rattraper son ballon soit après un rebond, soit directement. Voilà. Donc là, il y a aussi pas mal d'idées là-dessus. Bon, ça, c'est avec la balle de réaction, vous voyez. Donc en fait, il faut être fléchi parce que si on est jambes tendues, plante verte, ben, en fait, on est battu systématiquement par la balle de réaction. Alors que si on est centre de gravité bas et en bonne attitude préparatoire, ben, on va être capable de l'attraper. Voilà. Donc c'est aussi une manière d'amener ça. Voilà. Bon, plein d'idées sur de la coopération avec deux joueurs. Donc là, maîtriser le panier, c'est-à-dire le positionnement des mains, où vient former ce triangle qui nous permet en fait de bien positionner ses mains au-dessus du front. Donc voilà, le faire rebondir sur son ballon. Vous voyez que là, elle le prend trop bas, donc on va pouvoir les guider comme ça sur la bonne posture, la bonne position. Comprendre que si on est fléchi, comment on va écarter les appuis. Vous voyez, on est plutôt sur une approche, plutôt qu'une approche un peu on va dire, techniciste, où on va avoir un modèle et puis montrer un peu le geste à faire. Mais en fait, là, on a la tâche qui oblige un peu le jeune à trouver des solutions, en fait, sur ben, si je veux maîtriser ce ballon sur le rebond, sur le ballon que je tiens, eh ben, je vais devoir modifier ma posture. Voilà. Donc nous, on va un petit peu pouvoir les guider. Et l'avantage de ces manipulations, ben, c'est qu'en fait, il y a énormément de répétitions. Comme le jeune, il a soit un ballon de baudruche, soit là, c'est un petit plot par personne, ben, en fait, on va pouvoir avoir un énorme volume de contact sur le début de l'activité. Et ça va être forcément source de. Voilà, donc ça, c'est aussi sur le contenu. Donc ça, c'est Christophe Delouze, hein, c'est aussi un Belge, et ça peut vous donner comme ça pas mal d'idées sur ce qu'on peut faire sur on va dire, le premier tiers de la séance, en fait. C'est-à-dire, voilà, sur l'échauffement, et puis on va dire
la mise en action. Et puis sur l'échauffement mise en action, on peut développer du contenu volleyball et des contenus moteurs tout en s'échauffant. Bon, bah, alors on fait une pierre deux coups et puis on optimise bien sûr le temps de la séance. Voilà là-dessus. Ça, c'est du volley, donc je vous l'ai montré. Bon, ça, c'était les anciennes vidéos, donc je vous le passe parce que je vous ai montré les récentes. Et là, j'arrive à une autre proposition qui, elle, est très intéressante et vous allez le voir, assez différente de ce qu'on a vu avant. Donc, c'est aussi les Belges. Ah, ils sont forts, ces Belges. C'est ce qu'eux, ils appellent le smash volley. Et donc là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire là, on part de l'attaque en fait. Donc on part de quelle est l'action qui est la plus motivante chez les jeunes, quelle est l'action qu'ils ont envie de faire, d'accord? Donc bah, au basket, c'est shooter au panier, au foot, c'est frapper dans les buts, bah, au volley, c'est mettre un gros match, d'accord? Donc là, bah, on prend le contre-pied et on met un filet qui est quasiment un filet de tennis, hein, à peine plus haut. Et en fait, on part de l'attaque. D'accord? Donc là, il n'y a pas de contrainte, c'est j'attrape, je peux me déplacer jusqu'au filet et je smash dans le terrain adverse. Et en fait, l'équipe adverse défend le terrain, mais après le rebond. Donc là, on est en mode gardien de but, hein. Donc il y a une coopération pour couvrir le ballon. Et après le rebond, il faut venir l'attraper. Voilà. Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 1, c'est du 1 contre 1. C'est-à-dire qu'on est à deux pour couvrir le terrain, mais on jouerait comme on joue en double au tennis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas de notion d'échange. Donc là, on est vraiment sur l'étape 1. Euh, et on va comme ça apprendre à frapper, armer, taper fort, trouver des angles, jouer court, jouer long, jouer fort. D'accord? Voilà. Donc ensuite, on va arriver sur l'étape 2. Donc l'étape 2, on va se déplacer, mais cette fois, on va devoir lancer à son partenaire. Donc là, on est obligé de jouer en deux touches. Donc quand on attrape, on doit se déplacer au filet pour lancer un bon ballon à son partenaire pour qu'il puisse frapper. Voilà. Donc là, il y a aussi cette notion de, mais si je veux gagner, je dois m'appliquer pour lancer un bon ballon avec une bonne trajectoire, suffisamment proche du filet et précis pour permettre à mon partenaire d'attaquer et de faire le point. Vous voyez? Donc là, en plus, on va vraiment appréhender quelle est la bonne trajectoire en fait que je dois donner à ce contact pour favoriser l'attaque de mon partenaire. Donc là, c'est sur un lancer, hein, mais on peut imaginer une étape intermédiaire où on est sur un lancer pour soi et où on va faire une passe d'attaque, hein, bien sûr. Donc je sais plus si on le voit dans la vidéo, est-ce qu'on le voit? Alors là, vous voyez, différent, la lancée par en dessous avant, vous voyez que là, c'est plus un lancer par en dessous, c'est je positionne mon panier au-dessus du front, je vais pousser sur les jambes pour faire le deuxième contact. Niveau 3. Vous voyez, on peut même induire la notion de service, hein. Service frappé, en fait, on va l'attraper pour pas qu'il y ait d'échec. Cette fois, on va lancer au joueur au filet. Donc là, c'est encore un lancer, hein, pour le deuxième contact. Là, donc on va lancer au passeur qui va attraper. Bon, alors oui, ah oui, alors c'est encore, oui, ouais, il a lancé, voilà, on peut imaginer qu'il frappe direct, hein. En fait, vous voyez en fait, tout ce qu'on peut aménager, hein. C'est-à-dire que le passeur, il peut ou lancer pour soi, faire une passe. L'attaquant, il peut attraper, lancer pour soi, frapper. Ou il peut frapper directement le ballon qui lui est envoyé par son passeur. Vous voyez, ah ben là, on a une passe directe. Vous voyez, donc là, on arrive encore à l'étape où en fait, on attrape, avec ou sans rebond finalement. On attrape l'attaque, voilà, avec ou sans rebond. On va lancer, mais là, il faut faire la passe directe. Et il faut attaquer direct. Donc en fait, le seul aménagement là, il est sur le premier contact. C'est-à-dire, on a rebond attrapé. Mais finalement, après le rebond attrapé du premier contact, les deux contacts qui suivent, donc le contact de passe, le deuxième, et le contact d'attaque, le troisième, eux ne sont plus aménagés. Donc là, on se rapproche de la version finale du volleyball, hein, tel qu'on le connaît. Donc top level, c'est d'arriver en trois contacts. Donc là, on arrive au dernier niveau. Le dernier niveau, c'est qu'on a un service récep qui est OK. Bon, même si là, ça a servi cadeau, hein, je pense qu'il faut quand même aménager le service. Vous voyez, mais on arrive finalement à. Il y a un rebond et j'attrape. Hop, pardon, ça n'a plus rien à voir. Vous voyez, donc ça, c'est le smash volley.
Et cette entrée dans l'activité, ou en tout cas, imaginer que des cycles, des séances spécifiques de ce match volley viennent s'intégrer dans un cycle, mais en fait, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce on va vraiment favoriser le développement du troisième contact, qui est l'attaque, qui est la frappe, et surtout, on va donner du sens. C'est ça, moi, que je trouve très intéressant sur le smash volley, c'est que tout d'un coup, en fait, on met la carotte. C'est-à-dire que l'enfant, il arrive à attaquer, on le met en réussite sur l'attaque. Il veut attaquer, tout d'un coup, il comprend pourquoi c'est intéressant d'avoir un deuxième contact qui va être haut et précis pour pouvoir attaquer. D'accord? Et une fois qu'il a compris cette logique-là, alors on comprend pourquoi c'est important que le premier contact vienne dans une zone de passe qui est proche du filet pour arriver à l'intérêt qui est d'attaquer, en fait. Et tout d'un coup, ça vient mettre du sens sur ces premiers contacts, en fait. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant parce qu'en fait, on a vraiment une logique de dire, bah, en fait, on va partir du troisième contact qui est l'attaque et en fait, on va construire progressivement les étapes qui précèdent. Et en fait, tout d'un coup, l'enfant en fait comprend en fait parce que finalement, son objectif, c'est d'arriver à ce troisième contact puisque tout le monde veut attaquer, d'accord? Alors que souvent, on va dire que traditionnellement, on a tous tendance, hein, et là je mets tout le monde dans le sac, y compris moi quand j'ai commencé, bah, imaginez que non, en fait, il y aurait une espèce d'étape où il faut d'abord apprendre à servir, il faut d'abord apprendre à maîtriser un ballon en premier contact et maîtriser ce premier contact, et que c'est un peu la condition sine qua non pour arriver à dire, bon, ben, maintenant qu'on maîtrise ça, on va pouvoir arriver au deuxième, et que peut-être, quand vous serez en terminale, alors peut-être, alors là, on parlera d'attaquer. Vous voyez, mais c'est à mon avis intéressant d'imaginer qu'on puisse vraiment renverser un peu la logique et en fait entrer dans l'activité par l'attaque. Vous voyez? Donc voilà, c'est aussi ça que je trouve intéressant avec, avec le smash volley. Voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être je coupe 2 secondes. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissaient ça, le smash volley? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous trouvez l'idée intéressante? Non, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça ou pas forcément, hein, si vous voulez pas, je reprends le fil de mon propos, hein, comme vous voulez. Ah oui, dans le chat, il y a Smash Volley, c'est top, même en lycée, très bon échauffement, des complexes, les timides, beaucoup de filles, plein d'apprentissage peut être mis en place pendant ce jeu. Ouais, donc Sophie, ok, Sophie apprécie. Ouais, ouais, En plus, c'est hyper ludique. C'est-à-dire que de venir taper fort dans ce ballon, il y a un côté vraiment très ludique dans l'approche du Smash Volley. Je- Donc, je vais vous partager si personne euh, veut prendre la parole. Donc, sur l'adaptation qu'on peut avoir sur les différents secteurs de jeu. Donc là, je vous ai mis en fait déjà sur l'engagement. Vous pouvez voir ici toutes les différentes adaptations qu'on peut imaginer. Donc l'étape 1 du service, bah, ce serait d'avoir un engagement le plus facile possible, c'est-à-dire de lancer son ballon par en dessous. Oui, donc ça, ce serait vraiment le tout premier niveau. Donc je lance en cloche, par-dessus le filet. Voilà, on pourrait même imaginer, des fois, on imagine, vous savez, les élastiques de saut en hauteur, là, les élastiques rouges, là. Bah, en fait, vous pouvez les attacher aux poteaux de part et d'autre, les enrouler autour de vos mires et venir les monter comme ça au haut de la mire pour imaginer de créer une seconde hauteur de filet qui pourrait être la hauteur pour l'engagement, par exemple. C'est-à-dire que quand le jeu démarre, bon, on joue au-dessus du filet, mais l'engagement, lui, doit être fait au-dessus de l'élastique. Vous voyez? Donc comme ça, vous avez presque 2 filets en un, comme ça, et 2 hauteurs. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut imaginer. On peut imaginer aussi que tous les ballons qui sont renvoyés en passe ou en manchette sont faits au-dessus de cet élastique rouge. D'accord? Et que le seul ballon qui a le droit de passer en dessous de l'élastique rouge, donc au-dessus du filet, bien évidemment, et ben finalement, c'est le smash, ou le ballon qui est frappé une main, ou le ballon qui est attaqué. Vous voyez? Et comme ça, donc ça, c'est un artifice qui peut être vraiment très utile. Pour le service, donc vous allez lancer par en dessous, étape 1. Peut-être que l'étape intermédiaire 1 bis, ce serait de lancer par au-dessus, soit sur un ballon au niveau du front,
et on vient en fait pousser comme une passe en fait, hein, et on viendrait le lancer comme ça. Et puis une autre étape qui serait l'étape 1, terre, ce serait de lancer en touche de foot. Parce qu'en fait, en touche de foot, on va déjà avoir un lancer un peu plus fort qui pourrait être un peu plus agressif. Vous voyez que de la manière dont on va permettre le lancer, eh ben, on peut avoir déjà 3 niveaux de difficulté. Sur l'étape 2, le ballon, il va être frappé. C'est-à-dire qu'on va le lancer pour soi-même et on va le frapper pour l'envoyer en face. On va le frapper en passe, hein. Je vais lancer pour moi et je vais le renvoyer en passe haute, au-dessus de la tête dans le terrain. Et après, là, on va simplement jouer sur la distance. C'est-à-dire à quelle distance, il ne faut pas qu'il soit trop près pour trop souvent marquer. Et en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop loin, parce qu'il faut quand même qu'il soit capable de l'envoyer de manière régulière de l'autre côté. L'étape 3, donc ça va être ce ballon qui va être auto-lancé depuis la ligne de fond, mais on va permettre qu'en fait ce lancer soit lancé vers l'avant à l'intérieur du terrain. D'accord? Donc en fait, il faut le lancer depuis une ligne. Par contre, on peut avancer pour le frapper et le renvoyer. Voilà. On peut même imaginer que ce ballon, il va rebondir, puis être frappé, ou être frappé direct. Voilà. Donc il y a plusieurs aussi degrés dans l'étape 3. Dans l'étape 4, on va l'auto-lancer depuis la ligne de fond. Voilà, bon, d'accord, oui, l'étape 4, c'est ce que j'ai dit. En fait, c'est sans le rebond, pardon, étape 3, je l'ai déjà dit. Donc l'étape 3, ce sera avec rebond. L'étape 4, c'est la même chose sans le rebond. Et l'étape 5, ce serait de le frapper, donc de le lancer et de le frapper, mais tout en restant derrière cette ligne de fond. D'accord? Donc soit un service cuillère et on va être par en dessous, soit sur un service tennis et on va être par au-dessus, soit sur un service sauté flottant, mais déjà sur le sauté flottant, on s'adresse déjà aux plus experts. Oui, donc déjà, vous voyez que rien que sur l'engagement, bah, les degrés d'aménagement qu'on peut imaginer. Sur la réception, bah, en fait, on va aussi, en corrélation avec l'aménagement qu'on a mis sur le service, en fait, on peut imaginer que en lien, en fait, on va venir adapter cette réception. Donc sur la réception, le premier niveau, ce serait vraiment d'attraper. Est-ce que j'attrape en dessous entre les genoux? Est-ce que j'attrape au-dessus au niveau du visage? À quelle hauteur? Quel temps et quel timing on va me laisser avant de pouvoir le relancer? Puisque si je vous dis que derrière, vous avez une seconde, ou si je vous dis qu'il n'y a pas de temps, bah, peut-être certains ils vont prendre 4 à 6 secondes avant de lancer le ballon derrière. Donc peut-être que dire vous avez 2 secondes et de compter au moment où vous attrapez, un, deux, il faut renvoyer. Voilà, par exemple. Donc il y a aussi cette notion de timing. L'étape 2, ça va être de ne pas faire attraper-lancer, mais de faire attraper, auto-lancer, donc lancer pour moi et frapper. D'accord? L'étape 3, ça va être de le frapper directement, peut-être avec un contrôle, hein, contrôle puis frapper ou frapper directement. Et l'étape 4, ça va être d'induire d'avoir un choix, c'est-à-dire de le frapper en balle haute ou en frappe basse, en frappe basse, c'est-à-dire en manchette. Voilà. Donc c'est vrai que démarrer l'apprentissage d'abord de la passe, c'est beaucoup plus facile, effectivement, plutôt que d'induire la manchette. Ce qui implique en fait d'avoir des terrains beaucoup plus larges que longs, puisqu'en fait, plus on va allonger le terrain, bah, plus à un moment donné, on va avoir besoin de la technique de la manchette pour jouer ces ballons qui seraient trop courts et trop devant. Donc, si on veut peu de manchettes et développer la passe haute, bah, forcément, on va imaginer des terrains qui sont moins longs. Voilà. Donc, en lien, pourquoi? Parce que si on veut arriver rapidement à l'étape 3, par exemple, c'est-à-dire être sur une balle frappée en réception, eh ben, en fait, on peut être en même temps sur l'étape 1 du service. Vous voyez? C'est-à-dire que si je suis sur un service lancé par en dessous en cloche, alors ça va être d'autant plus facile que mes enfants soient sur l'étape 3 au niveau de la réception. Vous voyez? Alors que si je suis sur l'étape 3 du service, peut-être pour travailler le service, ou peut-être déjà sur l'étape 5 du service, où je vais frapper depuis la ligne de fond, alors c'est tout à fait possible si en réception, je suis sur l'étape 1. C'est-à-dire que oui, on sert tennis, mais on attrape en réception. Et vous voyez qu'en fait, en mettant en corrélation les deux, eh ben, l'objectif final, c'est quoi? Ben, c'est d'avoir la garantie d'être toujours sur notre niveau de réussite qui permet d'arriver de manière assez régulière sur notre deuxième contact, celui de la passe. Vous voyez, donc c'est vraiment les vases communicants, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. En réception au 2 contre 2, bon, on retrouve un peu les mêmes étapes. C'est-à-dire que là, je suis en réception, mais je dois donner à mon partenaire.
Donc, je vais attraper et lancer à mon partenaire, ou attraper, auto-lancer pour faire une passe à mon partenaire, ou je vais le contrôler à une main et puis derrière l'envoyer à mon partenaire, ou je vais faire un contrôle, ou je vais faire une passe, ou après je peux amener l'introduction de la manchette. Donc vous retrouvez comme ça les mêmes étapes au niveau de la réception. Au niveau de la passe, pareil, vous allez au niveau de la passe, attraper et lancer, ou attraper, lancer pour vous, faire une passe, ou directement faire une passe. Et pareil, réception et passe vont être en corrélation. C'est-à-dire que on peut imaginer que vous soyez en réception en train de vouloir les amener à progresser sur l'étape 3 de la réception, donc apprendre à frapper le ballon dès le premier contact et ne plus l'attraper. Et auquel cas, bah, vous allez permettre l'étape 1, c'est-à-dire d'attraper sur la passe, bah, pour venir compenser on va dire, le manque de précision de ce premier contact frappé. Donc finalement, la passe vient rattraper le coup et rattraper les erreurs du premier. Voilà. Et inversement. C'est-à-dire que si vous avez un haut taux de réussite sur le premier, avec un attrapé-lancé, vous avez stabilisé votre premier contact, bah donc vous allez pouvoir rapidement passer à l'étape 2 ou à l'étape 3 de ce deuxième contact sur la passe. Donc réception et passe, c'est la même chose. On est encore un peu sur des vases communicants où on peut jouer un peu sur les deux étapes pour augmenter la difficulté de l'un ou de l'autre, en gardant en tête en fait qu'il faut toujours tenir bah, en gros notre décalage optimal. Hein. Vous voyez, j'ai mes restes de STAPS, hein, le décalage optimal de notre chère Linda Halal. C'est-à-dire qu'on veut que, en gros, bah, plus de 6 fois sur 10, on arrive, et voilà, la majeure partie du temps, en fait, on arrive à un ballon qui va être renvoyé à l'équipe qui est engagée. C'est quand même ça le but final. Voilà. Et après, il y a autre chose, c'est le jeu sans ballon. Le jeu sans ballon, c'est quoi? Ben, c'est en fait, c'est les amener à être mobiles. Hein. Dans les autres sports co, on parlerait de la grappe, voilà, où on parlerait de, en gros, il n'y a que le joueur qui est concerné par la balle qui finalement est en mouvement, quand tous les autres sont passifs et un peu spectateurs. Donc quand on joue au volley, ben, il y a un seul ballon, mais pourtant, tous les joueurs devraient être amenés à bah, avoir des intentions de placement, de replacement, de lire les intentions de l'adversaire, donc de venir défendre son terrain, de mon partenaire joue un premier contact, donc je m'identifie en tant que non porteur de balle, donc je comprends que mon partenaire a une intention de viser une zone de passe, donc j'ai un déplacement moteur pour aller dans cette zone de passe. D'accord? Moi ensuite, je sais que mon partenaire a l'intention de me faire une passe pour que j'attaque. Donc on est sur la même longueur d'onde et j'ai moi aussi une intention de me préparer à attaquer. Vous voyez, donc aujourd'hui, c'est tout ça qui fait défaut à nos débutants et c'est toutes ces intentions qu'on essaie d'amener en ralentissant le jeu, en amenant du blocage qui permet d'identifier clairement les situations. Et donc au départ, bah, le jeu sans ballon, c'est-à-dire les rendre mobiles, bah, en fait, ça ne va pas de soi. Ça va pas de soi. Donc, non seulement on a ralenti le jeu et on a mis ces aménagements avec du blocage pour permettre son émergence, mais au début, il faut aussi le créer artificiellement. Donc, soit en leur demandant, bah, t'as pas le ballon, bah, il faut que tu sortes. Non, tu as renvoyé le ballon chez l'adversaire, bah, derrière, il faut mettre un pied en dehors du terrain. D'accord? Ou il faut faire le tour d'un plot au fond du terrain, ou il faut toucher un plot, ou il faut passer dans un cerceau. Il faut changer de place avec son partenaire. Mon partenaire s'est mis à plat ventre, je dois lui sauter par-dessus et ensuite on se replace. Je dois déplacer une balle de tennis d'un plot ou un plot sur la ligne de fond. D'accord? Je prends un exemple assez concret, mais quand on joue en 2 contre 2, ben en fait, si je demande au non-réceptionneur d'aller en zone de passe, ben au début, je peux lui induire. Tu dois aller mettre un pied dans un cerceau que je t'ai positionné au filet. Ça correspond à la pénétration du passeur. D'accord? Une fois que j'ai fait ma passe, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas spectateur après la passe que j'ai fait à mon partenaire. Je suis censé aller au soutien, c'est-à-dire me replacer dans le terrain au cas où l'équipe adverse ferait un retour direct, par exemple. Donc, une fois que j'ai fait ma passe, ben, peut-être je vais demander d'aller faire le tour d'un plot qui est au fond du terrain. Et en fait, indirectement, j'induis un replacement dans le terrain après avoir fait un contact de volée. Voilà, etc., etc. Donc c'est comment on peut créer des contraintes et d'amener finalement le jeu sans ballon et de mettre nos jeunes un peu en mouvement. Au départ de manière un peu artificielle, et puis progressivement, ils en comprennent
le sens, et après, on n'a plus autant besoin de tous ces petits artifices pour amener du mouvement. Voilà. Donc ça, c'est un peu une approche écologique, quoi. Donc c'est l'approche écologique qui est chère à Émile Rousseau, mais qu'aujourd'hui, la Fédération française de volley essaie de promouvoir à travers le document Éduc Volley, et c'est l'approche pédagogique qui est un peu préconisée par nous, c'est-à-dire d'avoir des tâches qui sont suffisamment riches, d'accord? Utilisation du matériel, utilisation de contraintes pour que finalement ce soit l'enfant qui soit obligé de s'adapter à la situation. Et ça va faire émerger des intentions et puis surtout émerger mais rapidement la logique du jeu, de coopération, d'intention de rupture de l'échange, etc., etc. Voilà. Donc c'est vrai que ça s'oppose à une approche techniciste. Ça ne veut pas dire que nous, à la fédération, aujourd'hui, on est contre l'approche techniciste. À un moment donné, l'apprentissage passe aussi par de la répétition du geste et voilà, mais en fait, il faut les deux. Il ne faut pas tomber que dans l'un ou que dans l'autre. Mais donc nous, ça nous semble intéressant, encore plus intéressant quand nos réalités de club se rapprochent de votre réalité de terrain, c'est-à-dire on a souvent, voilà, c'est-à-dire 30 gamins, et puis parfois on a deux terrains où on a un espace un peu réduit. Donc en fait, ça implique d'imaginer de fonctionner en atelier, de proposer des manipulations avec un ballon par enfant, et de proposer des situations réduites de 1 contre 1 ou 2 contre 2 dans lequel les enfants vont toucher un maximum de ballons et être le plus souvent en réussite. Voilà. Et c'est ce que permet vraiment l'approche écologique dans vos situations et cycles d'EPS. Voilà. En plus, l'utilisation de matériel, bah, ça vous le savez, hein, bah, ça augmente la motivation, c'est beaucoup plus ludique. Voilà, quand on vient matérialiser une cible ou matérialiser un objet qu'on doit contourner, etc., et ben, cette approche écologique, non seulement elle va être riche, mais en plus, ça va les rendre beaucoup plus intelligents et créatifs. Voilà. Donc, bah, apprendre à lancer et à sauter avant d'attaquer, ça semble évident. Apprendre à se déplacer et à lire une trajectoire avant d'apprendre à faire une manchette et une passe. Voilà, donc ça semble aussi intéressant. Donc c'est tout l'idée, hein. L'exo des cerceaux, par exemple, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un ballon arrive, j'ai une trajectoire à lire, il doit tomber dans le cerceau, je dois me déplacer, me positionner derrière. Bon, ben ça, c'est un préalable, quoi. C'est vraiment une étape, avant même d'imaginer de faire une passe et une manchette. Si déjà je ne comprends pas qu'il y a une trajectoire et que je dois me déplacer eh ben, en fait, c'est une fois que j'ai appris à lire la trajectoire et à me placer, qu'éventuellement, ben, je vais avoir ensuite un contact à faire. Donc c'est vraiment en ce sens-là. Donner du sens dans ce qu'on fait, savoir pourquoi on le fait, d'accord? Ça, c'est aussi tout l'intérêt de cette approche-là. Développer les intentions et d'attendre un but. Si j'ai une intention, alors j'utiliserai la technique, quoi. C'est-à-dire que la technique, après, ça va être le moyen. Donc, en fait, ces aménagements, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que, en fait, on va passer outre toutes les problématiques de maîtrise technique qui génèrent de l'échec pour d'abord les amener à comprendre le sens avec un ballon qui circule et un ballon qui est en vie. Et en fait, progressivement, bah, limiter et enlever des blocages par-ci, par-là pour aller comme ça progressivement, en fait, à arriver vers davantage de contacts volés. Bah, au début, c'est que le premier contact qui est volé et le troisième. Et puis après, bah, hop, ça peut être le deuxième qui est un contact volé, et puis le premier. Et puis après, j'ai de l'attaque. Et puis après, que je peux introduire le service à la fin. Et en fait, progressivement, comme ça, par étapes, je vais arriver à ma situation de référence, hein, finalement. Voilà. Donc le geste technique de volet, si on a cette approche-là, en fait, la difficulté technique du volet n'est plus un obstacle. D'accord? C'est plus un obstacle, c'est-à-dire que je peux les amener, quand bien même ils n'ont aucune maîtrise technique du volet, à être en réussite, à avoir un ballon qui circule, à être en mouvement, à générer du déplacement. Voilà. Et la non-maîtrise technique n'est plus un obstacle pour amener tout ça. Voilà. Donc on va d'abord travailler finalement les déplacements, la logique de l'activité, le sens, comprendre les déplacements volés, comprendre le sens de coopérer, du nombre de contacts d'attaquer le terrain adverse, etc. Le sens qu'il y a derrière chaque action. D'accord? Et une fois que j'ai ça, ben, après, je vais amener les gestes volleyball et on va après amener un peu la technique, en fait. Mais la technique, du coup, elle arrive avec du sens et des intentions. Voilà.
Voilà là-dessus. Là, je veux vous partager un petit peu des organisations qu'on peut avoir en utilisant l'espace. Là, c'est l'exemple donc d'une classe de 36 élèves sur lesquels on proposerait des situations de un contre 1. Voilà, donc en fait, bah là, on va partager notre filet de volée finalement en quatre petits terrains où on peut même utiliser l'espace où il n'y a pas de filet, c'est-à-dire entre le poteau et le début du filet. Donc là, même s'il y a un espace qui est un peu vide, hein, bah, en fait, c'est pas très grave, hein. On peut finalement jouer par-dessus le câble sans aucun problème. Donc on peut découper notre filet comme ça en quatre petits terrains. Et sur chacun de ces quatre petits terrains, en fait, on peut positionner trois joueurs avec deux qui s'affrontent en un contre un et un troisième qui peut rentrer. D'accord? Et donc là, on peut avoir un système ou de vagues, c'est-à-dire qu'on peut jouer, mettons, deux ou trois échanges, et puis au bout de trois échanges, on tourne comme ça sur un principe de vague, ou on peut mettre en place, parce qu'on n'est plus en situation partenaire, ou parce que tout d'un coup on est en situation adversaire, un système de gagne-terrain, c'est-à-dire qu'il y a un terrain qui gagne, où en fait c'est le gagnant qui reste, et puis si on bat le joueur du terrain gagnant, bah, à ce moment-là on vient lui prendre sa place. Voilà. Et puis à l'issue de ces gagne-terrains, on peut imaginer aussi ce que vous connaissez très bien, peut-être mieux que moi, bah, les montantes descendantes. Voilà, où en fait à 3 le joueur qui a le score du milieu finalement va rester sur son terrain. C'est le gagnant qui va se déplacer d'un côté, le perdant qui va descendre de l'autre. Mais ce qui est aussi intéressant dans ces montantes descendantes, c'est que vous pouvez imaginer que sur le côté perdant, en fait, vous ayez différentes règles. Par exemple, qu'on soit sur un attrapé-lancé sur le terrain de gauche, d'accord? Qu'on soit sur le terrain du milieu, sur un attrapé auto-lancé passe, et que sur le terrain de droite, peut-être, on soit encore sur contrôle et renvoi en passe. Hein, je prends un exemple vraiment au hasard. Mais qu'en fait, on puisse avoir différentes règles en fonction du terrain sur lequel on est. Ce qui permet comme ça, avec votre montante descendante, bah, de retrouver les enfants qui vont jouer chacun à leur niveau. Et en fait, les règles des contacts que vous allez demander ne vont pas être les mêmes. Voilà. Ce qui leur permet aussi, à un moment donné, quand ils sont à des niveaux un peu tangents, bah, de basculer sur un terrain où la règle change et tout d'un coup de se confronter au niveau supérieur. Voilà. Mais on peut aussi imaginer que quand les enfants s'affrontent, ben, en fait, sur un système, alors pas de ceinture comme en sport de combat, mais qu'en fait, ils aient chacun en fait un niveau. Et que peut-être un enfant qui fait l'attraper-lancer affronte un très fort qui, lui, doit faire contrôle et passe. Vous voyez? Et que finalement, deux joueurs qui s'affrontent n'aient pas droit au même type de contact. Vous voyez? Ce qui pourrait en plus niveler, c'est-à-dire venir équilibrer un peu le rapport de force que vous pourriez avoir entre un élève très fort et un élève moins fort. Vous voyez? Voilà. Bon, après, charge après d'expliquer et de valoriser le bon joueur voilà, qui pourrait trouver injuste de perdre alors qu'il a un contact plus difficile. Voilà. Mais bon, c'est juste pour vous donner un peu des idées sur comment on peut proposer comme ça bah, une pédagogie différenciée. Voilà. Euh, L'autre exemple et l'autre proposition, c'est comment on peut, quand on a des espaces un peu plus réduits, ce qui est l'exemple de peut-être pas mal d'entre vous, quand on n'a que deux terrains de volley à disposition et qu'on a nos 36 élèves, bah, l'idée, en fait, c'est de ne pas se restreindre à l'utilisation du filet, mais d'imaginer comme ça d'autres espaces contre un mur, ou parce qu'il y a un panneau de basket et que le panneau de basket peut tout d'un coup devenir une cible à viser et un petit jeu autour de précision où on doit réussir des contacts volés dans les panneaux de basket, où on peut, j'en sais rien, accrocher des filets de badminton et un filet plus bas pour faire un bout de smash ball dans le coin, par exemple. Vous voyez, en fait, voilà, on peut imaginer comme ça de créer des nouveaux espaces sur les côtés et en dehors des terrains de volley avec différentes thématiques. Voilà, donc si je prends le bleu, le A, ça peut être les tirs de trajectoire, et puis peut-être que là, on est sur un jeu avec nos cerceaux, comme on a vu tout à l'heure, ou sur du smash ball, donc le filet très bas où on attaque. Et là, ça peut être un filet de badminton aménagé, vous voyez. Ou après, sur l'atelier B, on peut sur un truc de coordination motrice, type manipulation, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des ballons de baudruche et puis un ballon, et puis peut-être là, il faut réussir X fois tant de rebonds pour marquer X points pendant un temps donné. Et finalement, on peut cumuler comme ça des matchs gagnés sur le filet
sur nos fameux gangs terrain, par exemple, ou nos vagues. Et en même temps, on peut marquer des points sur les différents ateliers. Voilà, voilà, on peut tout à fait imaginer ce genre d'organisation. Voilà. Ça, donc je vais vous le passer, ce document en PDF. Donc effectivement, bah, sur le PDF, vous n'aurez pas les vidéos intégrées, mais les vidéos, vous les retrouvez sur les chaînes YouTube. Mais là, par contre, vous allez avoir des petits exemples de situations qui peuvent être faites sur les différents ateliers, là. Sur les ateliers bleus, jaunes, là, vert et rouge, bah, j'ai mis à chaque fois 4 exemples de situations qui peuvent être proposées. Donc là, il y a 4 ateliers, 4 situations sur l'atelier bleu, 4 sur l'atelier jaune, 4 sur l'atelier vert et 4 sur l'atelier rouge. Voilà, bon, c'est des idées, vous pourrez jeter un œil. Voilà, ça c'est un autre exemple d'aménagement quand vous allez basculer sur le 2 contre 2. 2 contre 2, bah, ça veut dire que là, on pourrait partager notre filet non plus en 4, mais plutôt le partager en 3. Euh, voilà, bon, avec les petits problèmes sécuritaires que ça pourrait poser, d'avoir voilà, ces ballons qui viennent sur le terrain d'à côté, ou parfois on veut jouer en même temps un ballon proche. Bon, globalement, quand on est sur le jeu arrière et sur ces contacts-là, il y a pas de saut en fait. Donc c'est vrai qu'il y a pas tellement de danger à être collé comme ça, en tout cas sur les premiers contacts arrière. Voilà. Et à partir du moment où on va aménager le deuxième contact, par exemple sur un lancer, et qu'on va stabiliser un peu le lancer d'attaque, ben, en fait, après, il y a plus de problème sécuritaire, voilà, par rapport à une attaque ou un saut qui pourrait être fait au filet. Voilà. Donc là, exemple d'organisation à 2 contre 2 sur ce type d'espace. Et on retrouve bien sûr ben, nos ateliers, si jamais on était à que 2 terrains. Ben, soit on imagine les ateliers comme on l'a vu plus haut sur le 2 contre 2, soit on imagine là le fameux 2 plus 1. C'est-à-dire qu'en fait, on joue à 2 contre 2, mais on a un joueur qui est en attente. Et en fait, si on a généré suffisamment de réussite et que les échanges sont suffisamment longs, ben après, on peut imaginer une rotation parmi les 3 joueurs avec celui qui est en attente. Voilà, donc soit tous les 2 échanges, ou soit tous les 3 ballons. Voilà, après, c'est en fonction du rythme. Imaginez un temps de rotation pour que le joueur en attente reste suffisamment concerné pour que ce soit assez rapidement à lui et qu'il soit le plus rapidement possible en activité. Voilà, autre possibilité d'organisation. Là, c'est l'autre proposition 2 contre 2. Donc là, si on a les 3 terrains, bah, 2 contre 2, pour imaginer de couper le terrain en deux cette fois. Peut-être même d'imaginer, là je ne l'ai pas mis sur le dessin, mais une petite bande d'espace entre les deux. Peut-être pour qu'il y ait une zone neutre entre les 2 terrains pour voilà, on se marche pas dessus, qu'il y ait un peu moins de gêne. Où là, on va retrouver nos 3 équipes sur un terrain, 3 équipes de 2, avec ou un système par vague, ou un système de gang terrain et toujours notre système de montante descendante. Et encore une fois, là, on peut imaginer d'avoir des règles en fait différentes. Et vous voyez que si on reprend les étapes d'apprentissage d'éduc-volley, on pourrait très bien être sur un terrain toujours sur l'étape 1, mais être sur un terrain sur l'étape 2 d'éduc-volley et sur un autre terrain sur l'étape 3. Voilà, ou peut-être être sur peut-être les mêmes étapes d'apprentissage, mais peut-être à l'intérieur de cette étape, avoir peut-être un contact qui change, qui va faire qu'en fait, ça va être plus facile pour le terrain des perdants et un petit peu plus difficile. Et voilà. Et en fait, on peut jouer comme ça sur les niveaux de difficulté en fonction de ce qu'on estime être le niveau des gamins. Voilà. L'autre exemple, c'est que évidemment, bah, si on est sur le 2 contre 2 comme ça, bah, on peut encore avoir ces formules où on a ces ateliers et toujours imaginer utiliser les espaces en dehors du filet, hein, bien sûr. Voilà, ça c'est un outil fédéral dont je vous parle assez rapidement puisqu'il est assez méconnu et c'est pourtant un outil qui est très intéressant, c'est le Club Jeune. Et en fait, c'est quoi le Club Jeune? En fait, si vous avez une AS, en fait, vous allez tout simplement faire une convention Club Jeune. Donc, c'est juste un document à remplir. Ça veut dire que votre AS va être reconnu sur le site fédéral. Et ça veut dire que tous les jeunes de votre AS qui ont une licence UNSS, eh ben, ils se retrouvent licenciés FF Volley d'office. En gros, la licence UNSS devient une licence FF Volley. Voilà, gratuitement. Vous voyez? Donc voilà, donc c'est tout simple à faire en fait. Il suffit juste bah, après, peut-être il faut vous mettre en rapport
avec le club fédéral proche de chez vous. Et en fait, il y a juste une démarche très simple à faire, créer le club jeune, et de manière automatique, boum, licence UNSS égale licence FF volley. Voilà, ça veut dire que certains de vos jeunes, en fait, peuvent peut-être en cours de saison, comme ça, avoir l'opportunité de venir de pouvoir aller sur des plateaux et découvrir comme ça la pratique fédérale. Mais ça veut aussi dire qu'un club jeune pourrait, c'est-à-dire que si vous avez envie avec votre AS en fin d'année de dire, bah, attends, mais moi j'ai envie d'aller sur un plateau parce que mes jeunes ont progressé, j'aimerais bien voir ce que ça peut donner. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que vous puissiez aller avec votre AS sur un plateau, vous confronter à des jeunes du fédéral. Voilà, ça c'est aussi possible. Et il y a un autre intérêt. L'intérêt, c'est que tout jeune qui fait partie du club jeune, bah, si l'année d'après, il a envie de prendre une licence fédérale, et ben en fait, elle est gratuite pour lui l'année d'après. Voilà. Donc c'est vraiment un dispositif de passerelle, on va dire, du milieu scolaire vers le milieu fédéral qui est extrêmement facilitant. Voilà. Donc ça, c'est le club jeune. Bon, les structures d'entraînement, ça vous connaissez forcément. Donc, section sportive excellence. Juste pour que vous compreniez, que vous ayez un petit peu une connaissance de comment on est organisé au niveau fédéral, bah, en fait, sur les catégories M13, donc c'est les 6e, 5e, bah, en fait, il y a des stages qui sont organisés au niveau des départements. Voilà. Ça veut dire que un bon jeune qui serait chez vous, quand bien même il ne jouerait pas en club, eh ben en fait, vous pouvez aussi très bien le signaler au niveau du comité départemental. Et peut-être que pendant les vacances scolaires, ce bon jeune, en fait, motivé, il pourrait participer à des stages pendant les vacances qui sont organisés par le comité départemental. Voilà. Donc bon, souvent, le relais se fait via le club, mais en fait, il pourrait très bien se faire directement entre l'AS et le responsable du département. Voilà. Donc voilà, la participation à ces stages, c'est aussi un moyen de poursuivre d'augmenter sa pratique. On a un peu le même dispositif, cette fois à l'échelon régional, quand les jeunes passent M15, c'est-à-dire quatrième, troisième. Là, on a toujours des stages pendant les vacances qui sont proposés au niveau de la ligue cette fois. D'accord? Donc c'est pareil, c'est-à-dire que si vous avez peut-être un jeune qui n'en fait pas en club, mais s'il est dans votre AS ou que vous lui trouvez des qualités intéressantes pour le volet ou que tout simplement il est motivé, vous pouvez aussi le signaler directement sur cet échelon-là, hein. Bon, souvent, c'est le club qui fait le relais, hein. Je pense que le plus simple, c'est de passer par le club. Mais que vous sachiez quand même que les stages proposés aux échelons comité et ligue vous sont totalement ouverts, hein, voilà. Donc, vous pouvez tout à fait entrer en contact pour que vos jeunes à potentiel, par exemple, ou motivés, puissent en bénéficier. Voilà. Euh, voilà un peu ce que je peux vous dire. Bon, les compétitions jeunes, voilà, les championnats départementaux et régionaux, forcément. Peut-être juste que vous connaissiez l'appellation Volleyade. L'appellation Volleyade, en fait, bon, certains diraient que c'est nos championnats de France M15, où là, c'est effectivement, c'est nos sélections départementales qui s'affrontent sur l'échelon M13. Donc, en gros, c'est les jeunes qui font les stages pendant les vacances au niveau du département, qui viennent s'affronter sur un championnat de France M13. Et les sélections régionales vont s'affronter sur nos volleyades de M15. Donc, vous voyez que c'est la logique qui est par rapport au stage dont je vous ai parlé juste avant. Voilà. Donc, il y a une notion c'est à la fois un championnat de France et en même temps, c'est aussi là où nous, on a notre processus de détection à l'échelon national. Voilà. Bon, après, je passe assez vite là-dessus. Ça, c'est la filière. Vous jetterez un coup d'œil, c'est juste pour que vous compreniez bah voilà, qu'au niveau de la détection nationale, forcément, on essaie de repérer les talents ou du moins les gens qui présentent des aptitudes pour le volet. Et nous, on estime qu'il y en a, on va dire, quatre. Bah, il y a ceux, effectivement, qui sont des gens de grande taille. Puisqu'aujourd'hui, nous, le volet, on est bah, comme le basket et comme beaucoup de sports des sports de grands, donc forcément ceux qui ont des grandes tailles sont des gens que nous recherchons, mais aussi des gens qui ont des qualités athlétiques, voilà, des qualités de saut, des qualités de frappe, des qualités de motricité. Donc les gens qui sont athlétiques sont aussi des gens qui nous intéressent. Les gens qui sont effectivement très techniques pour l'activité, bah, c'est nos passeurs et nos libéraux. Donc forcément, les gens très techniques et très adroits
sont aussi des gens qui nous intéressent. Mais le quatrième, c'est aussi ce qui nous intéresse par-dessus tout, bah, c'est les gens sportifs et motivés. C'est-à-dire ceux qui sont déterminés pour faire une pratique un peu plus, bah, pour aller au-delà en fait et venir vouloir pratiquer un sport de manière plus intensive. Voilà. Donc bon, je vous passe assez vite là-dessus parce que je pense que c'est pas ça en priorité que vous êtes venu chercher. Ça, c'est juste pour vous expliquer notre fonctionnement à la fédération. Voilà, donc nous, au niveau de la ligue, que vous compreniez, c'est qu'on a des sections sportives collège et lycée. Euh, voilà, donc on va dire que bon, normalement, le comité, c'est effectivement c'est à l'échelon collège, là où lycée, c'est plutôt à l'échelon ligue. Voilà, juste que vous compreniez ça. Et ça, c'est ça qui m'intéresse et que je vais vous partager, c'est ces trois documents. Celui qui vous concerne le plus, c'est le collège-lycée, c'est l'éduc-volley. Donc c'est ce dont on a parlé et c'est les vidéos un peu que je vous ai montrées. Mais je vais aussi vous partager les deux autres documents qui sont l'opération Smatchy. En gros, là, c'est plutôt ce qui va se passer avant votre échelon, c'est-à-dire c'est les interventions dans le scolaire. Donc ce serait plutôt le CM1, CM2. Mais en fait, dans ce qui est proposé au niveau pédagogique sur le CM1, CM2, finalement, il y a quand même pas mal de choses à piocher sur des manipulations de balles, sur des petits exos d'apprentissage qui, à mon avis, sont tout à fait utilisables sur votre public débutant qui rentre dans l'activité volée au niveau du collège. Donc, je pense que ce document est aussi intéressant. Et après, c'est plus pour ceux qui, au travers de leur AS, peut-être sont soit sur une section sportive, ou du moins sont sur une AS qui en a à peu près le fonctionnement et qui aimerait tendre peut-être vers un fonctionnement de section sportive, bah, vous avez un autre document qui parle du travail technique que nous, on fait à l'échelon M13 au niveau des stages ligues, mais qui est aussi préconisé sur les sections sportives. Donc voilà, donc si vous avez une AS volée, bah, en fait, ce qu'il y a dans ce document, ça va aussi forcément, je pense, vous intéresser. Voilà. Donc ces trois documents, je vais vous les envoyer par mail sur le format PDF, donc vous allez les avoir. Ça c'est les ballons. C'est pour vous montrer un petit peu tous les types de ballons qui sont à votre disposition et qui existent. Et je vous les ai mis dans les trois marques, on va dire, qu'on retrouve le plus. Donc vous avez la marque Mikasa, qui est aujourd'hui le ballon référence dans la majeure partie des compétitions internationales. Vous avez à droite la gamme Molten. Et là, c'est des ballons qui sont références sur certains championnats de jeunes et sur nos Coupes de France à la fédération. Donc voilà, vous avez les deux ballons un peu haut de gamme. Au milieu, vous avez les ballons Décathlon qui franchement sont franchement plutôt intéressants, hein. Ils sont pas si mal, beaucoup plus abordables au niveau prix. Euh, et leur durée de vie est pas si mal. En tout cas, moi, c'est les retours que j'en ai, puisque je ne peux pas vous dire de source sûre. Peut-être certains parmi vous ont un peu plus de recul que moi sur leur durée dans le temps. Et peut-être si certains veulent partager, parce qu'ils ont utilisé l'un ou l'autre ballon, et s'il y en a qui veulent faire des précos, c'est plus que bienvenu. Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, vous avez finalement dans chaque marque, vous avez trois grammages en fait de ballons qui vont vous permettre d'adapter à l'âge de vos gamins. Donc, on va dire que vous avez des ballons M11 sur du 200 grammes. Mais en fait, si vous êtes sur du 6e, 5e, ça pose pas de problème de rester sur ce type de ballon. Voilà, donc c'est plutôt préconisé M11, mais en fait, vous utiliseriez ces ballons pour les 6e. À mon avis, ce serait tout à fait à propos. Après, vous avez un grammage supérieur sur du 230. Donc là, c'est plutôt les ballons M13 que nous, on utilise en club, c'est M13. Mais en fait, pour le collège, à mon avis, ça peut être intéressant de le pousser, voilà, même en quatrième, sans aucun problème. Vous pouvez pousser ce genre de ballon. Et j'ai envie de dire, même sur un public qui serait débutant, non pratiquant, ça pourrait même être au-delà, hein. Lycée, et après, vous avez un ballon à 260, 280 voilà, qui se rapproche du poids senior sur le lycée, la catégorie M18. Voilà. Donc vous avez comme ça trois grammages. Donc en gros, bah, je fais court. En gros, il y a un ballon pour le collège, il y a un ballon pour le lycée. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir les trois types de ballons. Euh, donc voilà, je vous ai mis toutes les références. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a, je pense à Denis peut-être, ou Julie,
s'il y en a parmi vous qui ont un peu de recul par rapport à l'utilisation de ces ballons et qui sauraient peut-être indiquer aux collègues si, voilà, s'il y en a un mieux que d'autres. Alors, je regarde dans le chat. Tac, 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 tac. Ouais, Sophie qui dit pas de recul. Tac. Ouais, c'est sûr que Mikasa, c'est plus cher. Ça, c'est sûr. Et Delphine qui dit que la durée de vie est très correcte pour les décathlons. Voilà. Bon, bah alors ça, c'est plutôt rassurant. C'est sûr qu'il n'y aura pas photo hein, sur la gamme Décathlon. Ce sera nettement moins cher. Voilà, c'est sûr. Je vous invite aussi à vous rapprocher des clubs, si vous avez un club support. Mais souvent, je sais qu'il y a pas mal de clubs. Peut-être que dans le partenariat que vous pourriez avoir avec eux, je suis sûr qu'ils peuvent peut-être vous lâcher quelques ballons ou peut-être des ballons un peu usés parce que des fois les clubs renouvellent leur stock. Des fois des ballons un peu usés mais qui sont encore tout à fait viables. Je suis sûr qu'il y a aussi pas mal de choses à faire avec eux, hein, ou des fois des achats groupés, hein, des achats groupés pour bénéficier peut-être de leur partenariat, parce que peut-être que le club de volley support proche de chez vous, peut-être qu'aujourd'hui il a un partenariat avec Decathlon et qui peut vous avoir des ballons à des prix défiant toute concurrence. Voilà. Bon, ça c'est pour la partie ballon. Là, je vous ai mis la partie où aller chercher les contenus vidéo. Donc là, il y a I Love Volleyball, je vous l'ai montré. L'autre chaîne YouTube, c'est FF Volley, donc ça, c'est assez facile à trouver. FF Volley. Il y en a une troisième, c'est ressourcesvolley.com. Pareil, ça, je vous le mettrai parce que sur Ressources Volley, il y a un petit mot de passe et il y a un code à donner. Mais je vous le mettrai, ça. Je vais vous donner le mot de passe, tout ce qu'il faut rentrer. Vous avez accès à du contenu PEDA directement sur une plateforme de la FF Volley. Voilà. Ça, c'est des petits liens aussi sur des petits trucs à aller fouiller et à aller regarder. Ça, c'est juste pour vous expliquer l'architecture de formation. Savoir que vous, en tant que prof de PS, on peut vous octroyer le certificat d'animateur. D'accord? Qui est le premier niveau en fait. Et sur le certificat d'animateur, on va aborder dans le contenu, bon, on va dire la construction et méthodologie de construction d'un exercice. On va parler, on va dire, des méthodes d'apprentissage et des théories de l'apprentissage. Décalage optimal de Linda Halal, par exemple, les principes de la motivation, les besoins de Maslow. En fait, tout un tas de choses dont on sait que vous, au niveau EPS, ben, c'est acquis ça. Et ça n'a aucun intérêt de vous le demander. Par contre, quand on va arriver sur le certificat d'initiateur, là, on va aborder vraiment le 4-4, les organisations, la tactique, les secteurs de jeu. On va parler des fondamentaux techniques. Donc là, c'est une pratique un peu plus spécialiste. Donc en fait, vous, votre porte d'entrée, si vous le souhaitez, ben, en fait, vous pouvez vous présenter et vous inscrire directement sur le certificat d'initiateur. Euh, voilà, donc ça, c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne et ce à quoi vous pourriez avoir droit en tant que prof de PS dans notre architecture de formation. Voilà. Donc ça, c'est le tronc commun, en fait, le DRE1. C'est-à-dire que c'est vraiment un tronc commun, c'est-à-dire que c'est étape par étape, on va passer animateur, initiateur, éducateur pour valider un diplôme régional. Alors que le DRE2, c'est vraiment des modules à la carte. Donc là, il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez aller piocher n'importe quel module dans le désordre juste parce qu'il vous intéresse. Ce qui pourrait vous intéresser, vous, en tant que prof de PS, c'est le module accueil et formation des jeunes, où là, on va parler de manière un peu plus spécifique des jeunes de moins de 11 ans et des jeunes de moins de 13 ans. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a peut-être un peu plus de choses intéressantes à aller chercher sur ce module spécifiquement. Voilà. Donc, je résume, hein, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, bah, certificat d'initiateur, c'est un peu plus sur voilà, les fondamentaux techniques et puis les organisations collectives. Et puis, accueil et formation des jeunes, c'est vraiment spécifique au public des M11 et des M13. Voilà. Bah, merci de votre attention. Donc, ça, c'est pour la partie présentation. Puis maintenant, on peut passer un temps, parce qu'il est 11h07, donc on a jusqu'à 11h30. Bon, ça veut dire qu'il nous reste en gros un bon quart d'heure, 20 minutes, pour échanger, et puis pour que vous me posiez à peu près toutes les questions qui vous viendraient. Voilà. Bonjour à tous. Moi, j'avais une question, François, Julie. Ouais. Salut Euh, Julie.
comment gérer par rapport à... Donc moi, j'ai pas mal d'élèves qui sont dans une situation où, plutôt émotionnelle, où ils ont peur de la balle et ils ont donc pas de sensation. Enfin, on peut être sur des situations très déstructurées dans lesquelles ils peuvent être sur un renvoi de base face à un mur, par exemple, avec la manipulation de la balle sans opposition d'en face. Ouais, Mais dès que je travaille des situations hyper décontextualisées, quand je les mets en situation jouée, je ne revois, enfin, ils ont du mal à recontextualiser en situation de match, si tu veux. Parce qu'ils ont justement cette peur d'aller vers la balle, cette peur de se faire mal. Et du coup, j'ai du mal à... Enfin, je facilite beaucoup les arrêts de jeu, mais j'ai du mal en fait à retrouver, à les faire vraiment ressentir la sensation de bah oui, ok, effectivement, au début, tu vas avoir mal en faisant une manchette, mais c'est pas grave. Tu verras, à force d'en faire, ça va aller délicatement, utiliser des ballons un peu plus souples. Mais du coup, j'arrive pas à gérer l'affect, émotion, plus sensation de plaisir, en fait, disons. Et du coup, je sais pas trop si toi, tu as des petits tips au travers de la communication ou même enfin, un lien, en fait, entre des situations décontextualisées et arriver à un jeu où émotionnellement, ils sont plus engagés parce qu'ils ont ressenti ce que c'est vraiment de, de jouer, quoi, surtout sur les premiers contacts. ouais, ce que tu me dis là, c'est vrai que bah, au départ, tu sais, ils sont positionnés sur le terrain et puis presque, t'en viens à te dire que leur intention presque, c'est j'espère que le ballon va pas me venir dessus, quoi. Tu vois? Donc c'est vrai que bah, donc c'est comment tu renverses ce truc-là. Donc Mm. bah, moi je vois pas d'autre moyen que de tu vois que ce premier contact en fait tu les amènes à bah, au début tu es un gardien de but. C'est-à-dire qu'il faut les arriver à c'est pour ça que si tu fais un blocage sur le premier contact, en fait il faut que tu les amènes à être dans l'idée de couvrir leur terrain quoi. Comme un gardien de but le ferait avec l'intention de se mettre tu sais en posture de bah, de libéraux quoi, enfin de libéraux de je suis là, je suis fléchi et je vais avoir l'intention que le ballon ne tombe pas chez moi. Voilà. Et c'est vrai que si au départ, bah, il y a ce je prie pour que le ballon ne me vienne pas dessus et limite, bah, j'appréhende un peu le contact parce que j'ai soit peur de le rater, donc d'être jugé, d'être en échec, ou qu'il me fasse mal aux avant-bras, bah là, c'est vrai qu'il faut renverser tout le truc. Et moi, je vois que bah, on attrape ce premier ballon ou on autorise un rebond et on l'attrape après le rebond pour que Mm. tout d'un coup, tu les fasses basculer dans une intention de oui, ça y est, je suis là et toute l'équipe, là, on est deux sur le terrain ou on est trois, peu importe, mais on est là avec. Faut pas que le ballon il tombe chez moi, quoi. Il faut que ce Ouais. soit un jeu, il faut que je prenne plaisir, il faut que je me bagarre pour que le ballon il tombe pas chez moi. Donc tu pourrais même aussi avoir l'appréhension bah, de se mettre par terre en fait. Tu vois, oh la main, je vais me Ouais. faire mal aux genoux. Donc après, bah voilà, en EPS, voilà, ils ont peut-être pas les genouillères. Donc bah peut-être il faut réduire le terrain pour que, tu vois, pour que, ou qu'il soit moins long, pour que j'ai pas de mise au sol et que pour autant j'ai du déplacement. Enfin, voilà, moi je vois que ces leviers-là en fait de jouer sur ce premier contact pour que, bah, pour ils Ouais. aient une intention différente en fait. Voilà. Ouais. Parce que j'ai déjà essayé d'amener, tu vois, techniquement de vraiment commencer par la base avec amener au sol avec un genou à terre, essayer d'avoir un contact poitrine, tu vois, pour essayer de s'approcher le plus proche possible. Après, elle a amené Ouais, en position semi-debout et tout, pour arriver à une situation debout où vraiment je vais au sol. Mais le truc, c'est que ça, les élèves, enfin, ils doivent déjà, ça présuppose ils sachent porter déjà leur poids du corps, en fait, être en situation, en position de gainage, au moins pour pouvoir accompagner vraiment la chute. Et en fait, il y en a plein qui sont complètement physiquement pas du tout suffisamment gainés ou en fait qui ont pas tu vois, cet esprit presque de sacrifice d'aller au contact ouais, du ballon, tu vois. Et du coup, effectivement, bon, je mets en place vraiment oui, le rebond, des situations relance vraiment hyper simples, mais, euh, mais je constate que de plus en plus, eh ben, les élèves qui sont en difficulté en volet, bah, j'arrive pas trop à les faire progresser. Donc, mais du coup, je vais pas mal regarder sur les éduc volet et tout ça là. Et puis, je vais voir si je trouve un truc aussi en fonction pour gérer l'émotivité, on verra, mais ouais, l'affect, quoi. ouais. Non mais Mais en fait, vraiment, ce qu'a dit, ça marche vraiment bien, hein. Juste demander d'attraper la balle et après, je me relance la balle et je fais une passe à 10 doigts, ça marche super bien, en fait. Mhm. Et au départ, tu autorises à ce que le gamin attrape sur le côté la balle
Et petit à petit, tu leur demandes d'attraper la balle au centre du corps, éventuellement pour qu'ils se déplacent un peu plus. Mais vraiment, cet attraper de balle à pleine main, puis je me lance la balle à moi-même et je fais une passe à 10 doigts, c'est vraiment extraordinaire hein, pour justement dédramatiser, déplacer les élèves. Parce que voilà, la manchette, c'est compliqué. Et au moins là, tu enlèves le problème, j'ai mal au bras. Moi, aller au sol, même en AS, en lycée, j'en suis à peine là, hein. Aller au sol, franchement, et déjà, déplacez-vous avant d'aller au Ouais. sol. Déplacez vos pieds, hein, les gars, avant de chercher, bougez-vous, quoi. Et quand je fais aller au sol, moi, c'est en AS lycée, je fais avec tapis, en étant près du sol, et c'est que en AS, hein. Donc, avant, c'est déplacez-vous, déplacez-vous, déplacez-vous. Pour l'avoir expérimenté, tu prends, je prends la caricature, toi, je te prends la grande jeune fille, là, tu sais, qui attache déjà ses mains en manchette, tu sais, puis elle est là, un peu, tu sais, les yeux du lapin pris dans les phares, en mode, mais le ballon, il peut tomber presque sur sa godasse, quoi, tu vois, et presque, c'est limite si elle écarte pas le pied, et qu'elle te regarde et qu'elle regarde toi, ah, il était pour moi, ce ballon? Tu vois, je prends le truc extrême, bah, parce qu'il y a une peur de l'échec. Il y a une peur de. C'est-à-dire que déjà, quand elle attache sa main, elle a aucune confiance dans sa manchette. C'est-à-dire qu'elle sait déjà qu'elle va la rater, quoi. Et en fait, cette même joueuse, si tout d'un coup tu dis qu'il y a un rebond, qu'elle est là, et que non, là, il faut juste que tu attrapes le ballon, et puis que rapidement, elle comprend que elle va l'attraper 8 fois sur 10. En fait, c'est incroyable de voir comme la posture change. C'est-à-dire l'attitude préparatoire avant même que le ballon arrive. Et là, tout d'un coup, la fille, hop, elle se met à ouvrir les mains, écarter les bras, elle se met à écarter les appuis, elle se met à être fléchie, et tout d'un coup, elle se met à avoir une posture de gardien de but. Tu vois, parce que tout d'un coup, ben, l'intention n'est plus la même. Parce que, ah mais ouais, là, ça y est, j'ai confiance en moi, je sais que le ballon, je peux l'attraper, ou en tout cas, 6 fois sur 10, je vais être capable de l'attraper après le rebond. Et là, tout d'un coup, la posture et l'intention changent. Donc voilà, moi, je crois beaucoup aux intentions et au fait d'en fait moduler la tâche et la difficulté et de toujours essayer de contrôler et de vérifier que nos jeunes ils sont toujours dans les bonnes intentions, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, tu sais, je suis en S lycée, Ouais. en S volley. Est-ce que dans la chaîne YouTube FF Volley, je vais trouver des exercices joués pour ce niveau-là, pour mes lycéens? Ouais, ouais, il y a d'autres étapes d'apprentissage. Donc là, il y a le éduc volley, mais après, il y a pas mal de jeux. Je sais pas si je peux vous partager peut-être vite fait. Ah mince, je suis encore sur le diapo. Ouais, ça, c'est un peu le problème du truc. Donc je ferme. Tac. Euh, Partager ici. Voilà, donc là, tu as effet volley. Je sais pas si vous voyez là à droite, là, quand je fais défiler la playlist éduc volley. Mais là, voilà, il y a les étapes ici, mais après, il y a exemple de situation, il y a 3-3, il y a 4-4. Là, il y a d'autres situations. Et là encore, c'est que éduc volley. Mais il y a d'autres playlists. Voilà. D'accord, Donc, ok. voilà. Donc, il y a Super. d'autres Donc, il n'y a pas vidéos. besoin de C'est du code. Il n'y a 3-3, pas du besoin 4. de... Non, ça, On n'a pas c'est ça, besoin de c'est code. ça, Mm. c'est accès libre FF volley. Ok. Voilà. Donc, ça, Super. si je vais sur FF volley ici, voilà, voilà, il y a plein de trucs. Si je fais playlist Mm. ici, et ben
Ah, pardon, j'ai éteint mon micro. Ah, pardon, je suis nul. Pardon, Cyril, excuse-moi, vas-y. Non, non, je t'en prie, merci déjà pour le partage. Euh, moi, je voulais savoir s'il y avait des adaptations du règlement en M11 dans les plateaux que vous organisez. Parce que le problème qu'on a, nous, c'est par exemple avec les 6e, 5e, on a une partie des élèves à l'AS qui sont capables d'être sur une situation de référence avec le service du fond de terrain, etc. Mais on a une partie d'entre eux, bah, quand on les amène en compète, eh ben, c'est très compliqué. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez déjà franchi le pas avec des adaptations du règlement au service, sur le contact de balle, avec les catégories plus jeunes. Ouais. Alors, en fait, un souci qu'on a au niveau fédéral, c'est que, en fait, sur les catégories jeunes, c'est-à-dire M11, M13 et M15 au niveau du département, c'est très disparate en fonction des territoires et des comités départementaux, puisque c'est les comités départementaux qui ont la main sur les formats de jeu et les compétitions jeunes. Donc, en fait, d'un département à un autre, moi, je connais des départements où tout ce qu'on a vu là, ils le font. Donc, ils font des tournois où les gamins, ils jouent avec un peu comme des ceintures, tu sais, dans les sports de combat. C'est-à-dire que le gamin, en gros, il est ceinture jaune. Du coup, il joue avec telle règle et tel aménagement de contact. Ok, S'il joue contre un gamin qui est ceinture rouge, bah, lui, il va voir encore autre chose. Voilà, donc tu as des départements où il y a déjà ça qui est mis en place. Tu as d'autres départements où ils font des plateaux, puis il y a deux formats de jeu. En gros, il y a le format M11 référence, et à côté, il y a le format avec un contact qui est bloqué. Et en fonction des plateaux, tu vois, en début d'année, ils vont dire que c'est le premier contact qui est bloqué jusqu'à décembre. Et de janvier à mars, ils vont dire que maintenant, c'est le deuxième. Et l'idée, c'est qu'en fin d'année, ils jouent sur les règles normales. Voilà. Donc c'est très fluctuant. Voilà. Le smash ball avec le filet très bas, bah, malheureusement, pour l'instant, il y a beaucoup de réfractaires et je ne crois pas que ça a été vraiment mis en place sur des championnats officiels. Ça existe en Belgique, mais en France, ça, c'est pas vu. ok, Euh, voilà, nous, on a fait des petites expérimentations comme ça. De la Ligue Île-de-France, par exemple, ils ont expérimenté le pas de service. C'est-à-dire qu'il y a aucun service, comme c'est le cas en Italie. En Italie, avant 15 ans, il y a zéro service par au-dessus. d'accord. C'est forcément engagement en passe. Donc, eux, ils ont expérimenté, en fait, tu joues du service sur cible au début du match. Chaque joueur a X services à sa disposition, donc peut marquer tant de points. Voilà. Et en fait, l'équipe qui gagne le match de service sur cible commence le match de volée avec, par exemple, +5. Voilà. Ce qui permet en fait toujours de donner du sens à l'apprentissage du service dans les contenus d'entraînement, mais de l'enlever sur la situation de match pour, voilà, pour augmenter les échanges. Ils ont même expérimenté le bonus offensif, c'est-à-dire augmenter la taille du terrain. Comme il n'y a pas de service, c'est pas trop gênant, parce que si tu augmentes la taille de terrain mais que tu as du service, bah, t'es mort. Donc tu augmentes la taille du terrain pour favoriser l'attaque. Et en fait, il y avait l'arbitre, en fait, le jeune arbitre, mettait une croix et comptait le nombre d'attaques frappées de part et d'autre. Et en fait, tu avais comme ça un bonus offensif qui était octroyé. C'est-à-dire que si tu perdais le match, si tu avais attaqué plus de fois que ton adversaire, et ben au lieu qu'il y ait, j'en sais rien, 3 points pour la victoire et puis 0 pour la défaite, mais en fait, hop, tu marquais quand même un point parce que tu avais ton bonus offensif. Voilà. Moi, j'avais essayé d'expérimenter le carré de service comme au tennis. C'est-à-dire qu'en fait, tu imagines une ligne intermédiaire à 4 mètres, et en Mhm. fait, ça, c'est la ligne de service récep. Mais une fois que le service récep est fini, bah après, là, tu joues sur tout terrain, en fait. Voilà. Tu joues sur le grand terrain. Tu joues sur le grand terrain, mais la seule balle qui a le droit de tomber après 4 mètres, c'est le smash. C'est-à-dire que tant que tu fais du renvoi en passe et en manchette, ben, tu joues que sur les 4 mètres. Donc tu es obligé de jouer court. Ce qui en plus oblige les enfants à avoir une lecture de ce que fait l'adversaire. Mon adversaire attaque, ben, il faut que je sois placé là parce que le ballon il peut tomber jusqu'à 6 mètres. Ah, mon adversaire est pied au sol et me renvoie la balle en passe et en manchette. Alors je comprends qu'il est obligé de le renvoyer court. Donc je m'avance. Vous voyez? Donc en fait, jouer sur une ligne intermédiaire, eh ben, en fait, je trouve ça assez intéressant parce que ça t'oblige vraiment à comprendre le jeu, à lire les intentions. Et surtout, ça vient réduire l'impact du service et augmenter l'impact de l'attaque et d'encourager à attaquer. Ouais, ouais, voilà. Donc, voilà. Donc cette notion de ligne de service, c'est intéressant. Et je trouve que l'autre levier
qui a aussi été expérimenté en Île-de-France, c'est, je vous en ai parlé tout à l'heure, cet élastique de saut en hauteur que tu mettrais en haut des murs. Voilà. Et si tu demandes un service par au-dessus, et si tu dis qu'il n'y a que l'attaque qui a le droit de passer en dessous, ben, encore une fois, on revient sur les mêmes ressorts. C'est diminuer le service, augmenter l'attaque. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont expérimentées, mais vraiment sur certains territoires. On n'arrive encore pas à la fédération à venir imposer un modèle de jeu et venir l'imposer pour telle catégorie d'âge et à l'échelon national, malheureusement. Ok, je te remercie. Oui, Sophie? Ouais, bah non, c'était pour dire que c'est bien dommage, hein, parce que je pense que on voit, je comprends pas, parce qu'on voit que ça a réussi en Italie et en Belgique, pourquoi on ne fait pas la même chose? Ou alors, au moins, déjà, nous commençons en UNSS, je ne sais pas ce qui se fait en UNSS collège, mais voilà. Moi-même en lycée, hein, j'utilise beaucoup le 2 contre 2 en échauffement en lycée, et je fais la mise en jeu en touche à 10 doigts, comme je dis, et non pas passe. Et avec cette ligne de service, alors je me suis pas fait suer à faire le 4 mètres, moi je fais le 3 mètres. J'utilise la ligne, mais je l'utilise beaucoup, ce service, voilà. Et pas hésiter aussi, le service, par exemple, avec mes secondes pro, je suis en apprentissage, en travail, on travaille le travail collectif en trois touches, et ben dès le service, on travaille sur trois touches en fait. Ouais, Le service, c'est le ballon. Il y a trois touches et c'est ça le service en fait. Voilà. Et comme ça, tout ton apprentissage d'échauffement que tu as mis en place, il est dans le match aussi. ouais. Et au moins, on a déjà une construction d'attaque Dès l'engagement. dès l'engagement. Ouais. Ouais. Et avec par contre, une intention d'envoyer loin derrière et pas de se matcher hein, sur le service. Envoie en touche à 10 doigts loin derrière, derrière un 4 mètres par exemple. Ouais. Derrière Ouais. un 4 mètres. Et voilà, c'est super intéressant. Ouais, non, c'est très intéressant. Ouais, non, on se bagarre, hein, des fois même au sein même du milieu fédéral, hein, à convaincre certains clubs et certains entraîneurs sur ces mêmes catégories d'âge, à les convaincre, hein. Pourtant, c'est preuve à l'appui, hein. On leur montre qu'avec l'aménagement des règles, ben, on a une moyenne d'échange qui peut aller jusqu'à 4 franchissements de filet. Quand sur les règles de référence avec des débutants, ben, on est à moins d'un franchissement de filet en moyenne. Ouais. Moins Et de du un. coup, en terminale, enfin en lycée, on a une grosse hétérogénéité. Moi, j'hésite pas à donner une règle particulière pour une élève, hein. Si Hum, j'ai une élève qui est en grande difficulté, ben elle va avoir le droit d'attraper la balle à deux mains, même en terminale, de façon à ce qu'elle puisse jouer avec les autres, hein. Il ne faut pas hésiter. Et souvent, elle progresse très vite. hum. Pour même aller plus loin, mais au niveau fédéral, même pour développer le jeu en 4-4, en fait, avec l'attraper-lancer, on peut déjà amener les jeunes à comprendre la pénétration du passeur, le fait de partir à deux bloqueurs, le recul de bloc, d'avoir un système de réception, d'avoir un système de défense, d'avoir un système de relance. Et en fait, les jeunes le comprennent, hein, le comprennent. C'est-à-dire que si on met du blocage, on ralentit le temps de jeu, on crée du sens, on lit ce qui se passe chez l'adversaire, et en fait, on arrive à faire des choses qui sont assez bluffantes pour peu pour peu en fait qu'on joue sur les bons aménagements et les bons leviers, hein. C'est ça c'est ça le Ouais. secret, hein. Là, en première, par exemple, j'ai des élèves j'avais pas mal de filles, enfin, de garçons d'ailleurs, qui utilisaient la double touche, tu sais. Je me Ouais. fais mon petit jonglage à moi-même et je renvoie. Et ça ralentit vraiment le jeu. Et ça aide énormément au jeu collectif, en fait. Et je trouve ça super. Voilà. Après, bien sûr, ça les situe dans un niveau de jeu un petit peu en dessous, mais c'est pas grave. Si du coup, ça leur permet d'être dans un niveau de jeu collectif au niveau de l'évaluation, dans un niveau de jeu haut, puisqu'il n'y a que du jeu en coopération avec du jeu d'attaque, mais ralenti par la double touche. Mm. Ouais. Ouais, tout à fait. Bon, bah, moi, je vais vous laisser. Merci, François. Bah ouais, merci à vous. Je sais pas s'il y a encore des questions, sinon Bon week-end à vous et à tous. mm. Oui, merci beaucoup.